transition, parfait, on m'entend, je le sais, je le vois, je vous vois, Sarkozy, je te vois. On vous entend aussi, je pense, les amis. Ah, Très parfait. bien. Voilà, nickel. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Moi, j'avoue que c'est mon petit plaisir, hein, les réceptions et le partage, c'est vraiment ce que je préfère. Voilà, c'était, de toute façon, Skiros, tu le sais, c'était une entreprise à la base qui devait être collaborative. Moi, ça a toujours été mon but. Bref, passons. J'aime beaucoup la collaboration. Moi aussi, j'ai vraiment quelque chose, là, la collaboration, rien que le mot me paraît toujours magique. Il porte avec lui une charge tellement positive d'entraide et de partage. De Voilà, camaraderie. exactement, c'est avant tout la camaraderie, la collaboration. Salut Pierre, il y a Pierrot qui est là. Voilà, bon, on est parti alors. Donc, présentation ce soir de plusieurs livres d'histoire en compagnie de Skiros et Vaito. Je vous laisse dire bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bon, comme pour la littérature, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il ne s'agit pas forcément... Enfin, alors encore une fois, pour moi, je ne m'exprime qu'en mon nom, mais de nos livres préférés, mais de livres choisis peut-être un peu à l'instinct, mais surtout parce qu'ils peuvent avoir un intérêt. C'est un peu, je pense, différent de la littérature, où c'était plus, pas forcément du hasard, enfin du hasard entre guillemets, plutôt un choix rapide, parce que dans la littérature, il y a tellement de choix que parfois on perd plus de temps à choisir qu'à agir, et moi c'était surtout la possibilité de présenter des livres dont je parle pas ailleurs, pour des questions de dimension, ce genre de choses. Et pour moi là ça tient avec l'histoire plus à la possibilité de développer un peu plus certains sujets, de réinsister sur des choses, voilà, comme ça c'est fait. Et à l'inverse de la littérature, moi peu importe que j'en ai déjà parlé, je m'en fous, ça n'a pas été un critère, je peux reparler des mêmes choses. Donc on en a choisi, enfin j'ai décidé qu'on en choisirait 5 parce que je trouvais que ça s'adaptait mieux au format, parce que sinon j'avais peur que ce soit un peu trop didactique, c'est un peu trop lourd. Si on présente à mon avis 10 livres d'histoire, c'est peut-être moins large l'histoire que la littérature. Enfin encore que non, mais on comprend l'idée quoi. L'histoire c'est toujours le passé c'est de l'histoire de notre planète. Voilà, le roman vous parlez de ce que vous voulez, du passé, du futur, du présent, de notre planète d'ailleurs, voilà. Donc encore une fois, pour nos auditeurs, vous prendrez ce que vous avez envie de prendre, hein. Ce sera la multiplicité des goûts de chacun sur un lieu, sur une période, sur une société, un aspect culturel, un aspect technique, un aspect, je sais pas quoi, militaire, artistique, peu importe. Et de fait, comme en littérature, on a des goûts très différents, on a des sujets de prédilection qui se ressemblent pas. Et comme pour l'édition précédente, j'imagine qu'on n'a pas mis tout ce qu'on voulait, mais bon, on aura l'occasion de se faire chaque année, comme pour la littérature, une petite édition de présentation de certains livres. Voilà. Moi, je suis resté grand public. Je sais que c'est pas forcément j'allais dire le cas de tout le monde, mais il y a des livres peut-être un petit peu plus précis chez certains d'entre vous. Vaito et Siros, il y a peut-être des choses un peu plus Ouais, mais comment large. Absolument. Voilà, moi j'ai pas cherché des choses trop obscures ou érudites. Moi c'est du basique. Voilà, parfois même une porte d'entrée. Moi, je suis allé dans le dur, on va dire. Bon, ok. Alors pareil, on va faire dans l'ordre alphabétique. Je mettrai la couverture de l'œuvre à chaque fois, et puis on se donne à peu près 5 minutes pour parler du livre sous n'importe quel aspect, hein, vous êtes libre. Et donc ordre alphabétique. Donc Skiros, Subernanos, Vaito. Et puis donc la dernière fois on avait le PSU, maintenant on a le SUV. Voilà, donc T'es mieux en mieux. c'est de mieux en mieux, allons-y. Sympa. Voilà, et puis donc ouais, effectivement je précise par rapport à la dernière fois qu'on va présenter... On n'entend pas très bien Skiros, je vais le mettre un petit peu plus fort. Pas de problème. Hop. Voilà. Comme ça devrait être mieux. Et voilà, donc chacun un, par rapport à la dernière fois, là on teste un peu les formats pour voir si c'est plus agréable pour les auditeurs de faire de cette façon-là, plutôt que chacun ait son petit pavé de 3/4 d'heure respectif. Voilà, donc on est parti. Écoute, Skiros, c'est toi qui commence, c'est toi qui introduis la chose, donc je t'en prie, introduis-nous. Pour commencer, première sélection, hein, toujours le 19e siècle, hein, chacun ses obsessions, c'est la mienne. De quoi fut fait l'Empire par Jacques Frémaux. Donc là, tu as mis l'édition bibliste, mais à la base, c'est un ouvrage publié par le CNRS. Ah oui, excusez-moi, c'est moi qui ai choisi effectivement les couvertures, j'ai fait au plus... Enfin voilà. Oui, mais moi, j'ai la version poche, moi, très clairement, en plus. Donc encore une 3e édition. Donc un livre qui est sorti en 2010. Donc on est sur de l'histoire plutôt récente, pour le coup. On est encore dans l'actualité de la recherche, on va dire. Et c'est un panorama de toutes les guerres coloniales menées par l'Occident au sens très large, c'est-à-dire des Américains aux Russes en passant par tous les Européens,
quand ils se lancèrent à la conquête du monde, et particulièrement de l'Asie et de l'Afrique. Et avec un passage pour l'Amérique latine pour les Américains. Et l'auteur va du coup balayer cet ensemble de conflits qui commencent. Lui, il le fait commencer au point de départ, hein, c'est la situation en 1815, avec un empire colonial essentiellement anglais, et comment, par soubresaut, chaque pays va se tailler des morceaux de planète en plus, quoi. Et alors, Et il va je t'interromps juste une seconde. C'est quoi? C'est un livre, c'est chronologique, c'est thématique, c'est comment? c'est un peu, hein, à mon sens, un des problèmes du livre, c'est que c'est entre les deux. Il y Ok. a un peu de chronologique et un peu de thématique. C'est ça, j'allais dire ça, l'avantage de ces inconvénients, et vice-versa, c'est que c'est un livre général. Et c'est plutôt un historien de la chose coloniale par le biais du fait militaire. Jacques Frémaux, c'est quelqu'un qui va plutôt s'intéresser à ça, qui va plutôt travailler sur ce prisme-là. Donc c'est un peu l'entrée dans le sujet. Évidemment, c'est d'où le sous-titre du livre, les guerres coloniales, c'est vraiment l'emphase là-dessus. Mais il va travailler sur la diplomatie, il y a toute une partie sur la conférence de Berlin, sur les différents traités coloniaux entre les puissances finalement. Mais il y a aussi des parties sur l'administration, l'économie, l'organisation plus ou moins similaire des armées coloniales, et comment chaque puissance se distingue des autres, et des aspects techniques, la supériorité de l'armement à telle donnée, de la logistique à tel autre endroit, de telle flotte, et ainsi de suite. Mais à contrario, on n'approfondit jamais vraiment. On n'aura pas une description de campagne très précise, ou de choses comme ça. Oui, ça reste généraliste. Ça fait quelle C'est un dimension? généraliste. Il fait quelle dimension le bouquin? Ouais, ça te fait un bon 600 pages, D'accord. 500-600 pages. Donc on est sur. Après, à pondérer, puisqu'il y a pas mal de cartes, Ok. forcément, et beaucoup de tableaux, Ok. avec des chiffres, des budgets, des proportions, des stats, quoi. Donc donc j'allais dire un petit gros livre, si je peux me permettre l'euphémisme. Moi, je l'avais en version poche, donc ça faisait un gros roman, quoi, en version poche. Un peu compliqué à lire, du coup, avec les cartons tout petits et pas le plus confort. Mais ça permet de bien comprendre, en fait, cette expansion-là. Et après, évidemment, il y a une bibliographie assez conséquente dedans qui permet d'approfondir tel ou tel sujet. Si la conquête du sultanat d'Aceh par les Hollandais en 1850 vous intéresse, et il y a, quoi. Mais l'avantage de ce balayage, c'est que ça ne se focalise pas sur des grands épisodes qu'on connaît, la Chine, l'Algérie en France, mais ça va parler aussi de trucs qu'on connaît beaucoup moins, notamment en France, par exemple la conquête du Turkestan russe, la campagne de Porto Rico, des choses comme ça, et Oui, ça parce que permet aussi d'avoir. le sujet est large, hein, j'avoue. Le sujet est extrêmement large et va nous envoyer, va balayer plein de zones géographiques et temporelles, puisque ça s'arrête en 1914 en fait, à la fin. Oui, C'est oui, voire même, enfin, de fait, après, hein, je pense que la de guerre. fait après, mais La... lui se concentre vraiment sur le 19e siècle. Ouais, bien sûr. C'est- Oui, bah après, on entre dans la phase des colonies, même si, bon, la guerre du Rif, tu peux encore considérer ça comme une guerre Non, coloniale, non, hein. la phase coloniale s'arrête en 1945, Ouais, hein, ouais, c'est sûr. soyons clairs, hein. Mais là, on est plutôt vraiment dans la constitution, c'est-à-dire que globalement, en 1914, le monde colonial est à peu près dessiné, quoi. Ah Les oui, colonies oui, qui vont oui. basculer, mais le monde est dessiné, les traits sur les cartes sont faits, les administrations sont en place, civiles comme militaires, et ce, dans à peu près tous les pays, quoi. Et donc voilà, c'est une très bonne porte d'entrée en fait. Il y a un petit côté manuel de course où du coup il y a un peu tout, ce côté un peu agréable de savoir, ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit, ça en parle, mais jamais trop en détail. Ok. Ouais, c'est des petits, Ouais, c'est bien, c'est c'est pas mal, ouais, effectivement. ça permet de Je balayer. vois le style, ouais. Et donc voilà, si vous avez décidé de creuser un peu la période, mais enfin de pas vous intéresser à la période sans vouloir un sujet extrêmement précis, c'est euh, c'est assez agréable. Puis il se trouve facilement, il n'est pas très cher, donc en poche vraiment. Ok. C'est des livres qui sont accessibles, quoi.
Ah, Il mais a été beaucoup réédité. je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de. On ne connaît pas tous les conflits coloniaux et je pense que ça permet effectivement J'ai de appris s'intéresser. énormément de choses. Ouais, Typiquement, je connaissais très peu l'empire colonial russe, je connaissais très peu le moment colonial hollandais au 19e siècle, parce que c'est quelque chose, c'est une puissance secondaire qu'on oublie complètement. On est très concentré sur le conflit anglo-français, bien sûr. mais ça parle du Grand Jeu, ça parle du Caucase. Il y a toutes les grandes défaites qu'on connaît, de Gandamak à l'imam Shamil, et des choses comme ça, mais sous plein d'aspects, parce que ça m'a vraiment balayé un peu tout. Ça parle pas mal de l'Empire ottoman aussi, cet empire colonial qui ne dit pas son nom. C'est assez intéressant. Ah, une jolie base. Voilà. Ouais, je pense que c'est le principe de ce genre de livre, ouais, c'est de fournir effectivement un socle, et après, quand on veut spécialiser sur un des conflits, ça peut être intéressant, parce que vous trouvez toujours, sur tous les conflits coloniaux, vous trouverez des livres plus spécialisés. Exactement. L'Empire Le russe, but, vous avez à la conquête de la Sibérie ou à la conquête du Caucase, les deux d'Eric Huxley, qui sont vachement bien d'ailleurs. Peut-être que je les ferai un jour. Mais ouais, non, c'est bien, c'est plutôt. Puis c'est l'aspect guerre en plus, c'est toujours pour les gens ouais. sans du militaire, c'est vrai que c'est peut-être plus dur parfois d'intéresser Mais le tout venant. Ouais. ça aborde aussi les aspects autres, hein, Ah, t'es obligé, ouais. notamment sur petit dernier pour terminer. Frémaux, l'auteur du coup, c'est quelqu'un qui vient d'Algérie, qui est pied noir, donc aussi un rapport un peu différent sur cette spécialiste de l'Algérie française, et qui a voilà, un petit passif familial et tout ça avec ce qu'a été l'Empire français. Du coup, ça donne un petit, comment dire, une espèce d'honnêteté, je trouve, moi, au livre, de quelqu'un qui des fois sait de quoi il parle j'allais dire dans sa chair, mais dans son histoire familiale, quoi. Ok. Tout en gardant, c'est un chercheur au CNRS, tout en gardant un sérieux universitaire des plus doctes. Soit, ma foi, bah écoute, très bien, excellent. Très intéressant. Eh bien, hop, à mon tour. Alors, Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours de Mario Turchetti. Mario Turchetti, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est un historien italien, on l'aura compris ou non, je pense. C'est d'abord un spécialiste de la Réforme, et donc Réforme qui l'amène forcément à s'intéresser aux problématiques de la liberté et de la liberté de conscience à cette époque-là, et donc forcément de la liberté, on arrive à la tyrannie, puisque les deux fonctionnent de concert. Donc Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours, c'est plus pour le coup j'allais dire un essai historique qu'un véritable livre d'histoire, mais c'est peut-être plutôt un métissage réussi entre les deux. Le livre est paru en 2001. Il coûte son prix, et c'est vrai qu'on fait bien de le dire, parce qu'on n'en avait pas trop parlé il y a 3 semaines, je crois que c'était il y a 3 semaines, pour les livres littéraires, même si c'était peut-être moins important. Les livres d'histoire souvent peuvent être, on va dire, plus chers. En gros, là, je crois me rappeler qu'il coûte 50 balles ou 60 balles pour à peu près 1000 pages. Bon, alors quel est le but ici ? Comme le titre l'indique, c'est de faire un état des lieux global et historique de ce qu'est la tyrannie en un temps et en un lieu, et donc du droit ou non au tyrannicide qui l'accompagne. Enfin, donc c'est peut-être pas le bon mot, parce que les deux choses, la tyrannie et le tyrannicide, ne sont pas forcément liés automatiquement. Et de fait, c'est pas un voyage chronologique où les époques seulement se succèdent, même si le découpage du livre, pour le coup, il suit le temps historique. D'ailleurs, avec un petit déséquilibre que j'avais noté à l'époque, entre ce qui tient sans doute au savoir de l'auteur, mais un déséquilibre entre les parties. La partie antique est beaucoup plus courte. Mais voilà, c'est pas juste chronologique, c'est le droit, la raison, la loi, la philosophie qui sont en évolution, ou qui en tout cas vont changer pour aboutir à la définition à une époque du tyran et du tyrannicide. Et là où c'est intéressant, parce que c'est une réflexion qui impacte encore notre vie actuelle. Pourquoi est-ce que votre supérieur hiérarchique ne peut pas vous donner un ordre illégal ? Pourquoi est-ce que vous êtes protégé en tant que travailleur, ou que sais-je ? Tout ça, ça a encore un sens. Mais l'interaction qu'on peut avoir avec la tyrannie, elle n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective. Et c'est le fruit en fait de toute une réflexion européenne sur le temps long. On peut décapiter un roi qui est accusé d'être un tyran et être soi-même décapité quelques mois après pour tyrannie, on l'a vu, c'est une question de circonstance, mais surtout c'est le fruit et l'aboutissement d'une pensée. Et cette pensée, elle est en évolution, j'allais dire intellectuelle et pratique, avec donc comme origine la réflexion qui est dictée par les événements et qui doit ensuite délégitimer la tyrannie et légitimer le tyrannicide. Donc forcément, quand on a parlé de décapitation, on peut parler de 1789, mais c'est la même chose avec notamment les Armanais et les Bourguignons, par exemple.
qui est le point de départ de la nouvelle réflexion moderne en Europe pour définir la tyrannie et justifier la mort du tyran, après tout un ensemble de corpus gréco-romains. En l'occurrence, c'était dans le cadre de Louis d'Orléans et de Jean sans peur. C'est Jean sans peur qui est bien assassiné à Montreux, je sais plus, mais je crois que oui, je crois que c'est Jean sans peur, en 1419, si je dis pas de conneries. Voilà. Oui, c'est lui. Ok, bon, voilà, donc c'est le point de départ avec Jean Bodin et compagnie, enfin toute la réflexion sur la tyrannie. Et la question, elle est toujours aussi actuelle, notamment avec le terrorisme. On connaît, parce que dans le terrorisme, c'est pas un tyran qui est visé, mais c'est un système global à qui on reproche d'être tyrannique. Et ce qui caractérise un droit de résistance totale contre n'importe qui, parce que n'importe qui est devenu le suppôt de la tyrannie par son identité et son appartenance. Voilà, même chose. C'est là aussi où c'est très intéressant. Dans la partie actuelle, c'est la résistance à la tyrannie qui est récupérée par l'État, et qui la rend légale, mais qui la rend du coup inapplicable en transformant en hors-la-loi le tyrannicide qui est non prévu par le législateur, et qui donc met fin à ce qui était avant notre époque contemporaine, un droit naturel qui était supposé imprescriptible. Voilà, vous aurez aucun tyrannicide possible contre Macron. C'est le vice démocratique tel que pointé par Carl Schmitt, avec un régime qui s'auto-définit comme démocratique, et donc un régime qui ne va pas se révolter par principe, parce que par principe un régime c'est une chose, et encore moins se révolter contre lui-même. Ça n'aurait pas de sens. Autant dire que vous êtes symboliquement et légalement privé du droit à la révolte, à moins de devenir un criminel dans le monde moderne. Et on l'a vu récemment, dans le cadre des Gilets jaunes, au-delà du tyrannicide, ça pose la question de la légitimité du droit à la révolte contre le régime qu'on connaît actuellement. Enfin bref. Donc voilà. Ça pose plein de questions sur le maintien de l'ordre, sur le... Qu'est-ce que la tyrannie ? Qu'est-ce que la tyrannie ? Parce qu'elle a quand même une définition assez formelle, rigoureuse, à une époque, et aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce que la tyrannie ? Qu'est-ce que la tyrannie ? Qu'est-ce que le tyrannicide ? Donc voilà, c'est l'œuvre d'une vie de l'auteur sur 2500 ans de pensée. Le bouquin n'est pas parfait, mais je pense vraiment qu'il est porteur de réflexions vraiment très très intéressantes sur l'ancien et le moderne. La dépossession de la liberté par le droit face au pouvoir. C'est tout la parole de Solzhenitsyn. On viendra, on parlera de Solzhenitsyn, donc c'est pour ça, comme il y a Pierre qui est dans le coin, ça m'y fait penser. Mais voilà, du point de vue légal, on peut plus rien opposer. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un travail de définition des éléments qui s'inscrit, je pense, à contre-courant du flou qu'on a aujourd'hui, où on le voit, l'interdit va s'abattre dès lors qu'on critique les fondamentaux de la démocratie libérale et ses valeurs. Voilà. Enfin, moi j'ai dit que la légalisation d'un droit naturel c'est un recul, mais le droit est aussi une liberté. Disons qu'il devient une menace lorsqu'il s'aligne sur de l'abstrait ou du sentiment. Voilà, la haine ou l'apologie de quelque chose, c'est très subjectif. Et ça pose toute cette question du moral qui a remplacé le politique. On peut se dire qu'en France aujourd'hui, peut-être qu'un tyrannicide serait admis contre certaines personnes sans considération de la pratique politique. Voilà, sur une distinction subjective du bien et du mal. Voilà, donc c'est une réflexion intéressante. Ça se prolonge aussi sur la dépossession des armes à feu. C'est intéressant dans le sens où cette dépossession elle est intégrée à nos mentalités alors qu'elle a aucun fondement d'objectif et ça nous dépossède probablement d'une partie de nos droits naturels à nous défendre ou à renverser le pouvoir. Et voilà, on se retrouve avec un état de droit qui est une arme pour une certaine oligarchie avec deux types de personnes qui échappent, les puissants, les criminels. Voilà, donc mais voilà, comprenez que l'état de droit c'est un absolu et que sa genèse c'est la tyrannie politique. Voilà, l'URSS par exemple c'est un pur état de droit, tout est codifié. Donc voilà, c'est l'éternel antagoniste de la force et du droit, de la tyrannie de la liberté. Bon, dit comme ça, les termes sont antagonistes, mais au plus près, l'opposition de ces termes montre que, en fait, portés à leur paroxysme, ils deviennent plus ou moins des équivalents. Et voilà, donc on va dire que plutôt qu'une réflexion, c'est une passionnante compilation. Désolé, j'ai été un petit peu long, mais vraiment toute cette genèse, cette généalogie de l'idée de la tyrannie, en un temps, en un lieu, son évolution et son application, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant, vraiment. Et ça apporte beaucoup à la pensée contemporaine. Je regardais la date de naissance de l'auteur, le fait que ce soit un Italien né en 1944, je pense, a beaucoup influencé le contexte politique italien. C'est possible, après c'est très intéressant parce que le mec s'est tourné plutôt vers la réforme et le monde plutôt germanique et compagnie, donc je sais pas ce qu'il a amené à cette... Bien sûr, mais je veux dire, je pense que les événements contemporains qu'il a pu vivre... On n'échappe pas à ce que l'on est, sans aucun doute, ni à son époque. Voilà, je pense qu'on n'échappe pas à son époque et je pense que ça... Mais vraiment, je le conseille, ça apporte beaucoup en termes
de choses qu'on ne connaît pas, parce que c'est comme tout, on ne sait rien, je sais pas plus que qui que ce soit, et vous non plus, on manque beaucoup de connaissances, et c'est vrai que ça apporte un petit socle sur lequel se baser et se rendre compte que effectivement tous ces concepts-là, on est tributaire d'une pensée sur du long terme, et aujourd'hui ce sont des concepts qui sont devenus très délicats à appliquer, et voilà, il y a toute une partie aussi sur Carl Schmitt que je trouve vraiment très intéressante dans le rapport à la démocratie. Et voilà, donc voilà pour la première des œuvres présentées par mes soins. Passons donc à notre camarade Vaito qui va nous présenter son petit bouquin. À toi. Ah, Tristan et Isolde, un livre issu d'une légende celtique entre Bretagne, Cornouailles et Irlande, qui a été mis en vers par Le Béroux, c'est-à-dire un poète de la cour d'Henri II Plantagenet au XIIe siècle, qui écrit et aussi, faut bien qu'on le dise, christianise le mythe de Tristan et Isolde, qui, pour faire court, Tristan est un chevalier du roi Marc de Cornouailles, et actuellement son neveu. Et Tristan doit aller chercher Isolde la blonde pour aller directement le marier au roi. Sauf qu'entre-temps, Isolde boit un filtre d'amour, et Tristan et Isolde tombent éperdument amoureux. Ce qui va mener au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire des petits problèmes, notamment que Marc ne va jamais pouvoir marier Isolde, et au fur et à mesure ça va se voir. Et Tristan va être banni par le roi Marc, qui va l'envoyer littéralement aller tuer absolument tout, c'est-à-dire un géant du nom de Morolt, assez connu, ainsi que le chien Usdent, et, euh, et bien sûr aller vers énormément d'aventures, notamment avec le nain Frocin, ou Froquin, en fonction de comment vous le dites. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça pose les bases, on va dire, d'un lien entre les légendes notamment issues du livre des conquêtes de l'Irlande, qui est complètement issu du cycle des mythologies, cycle mythologique irlandais, allié bien sûr à- au cycle arthurien, et globalement ils vont essayer de mélanger les deux pour donner quelque chose d'assez homogène. Et notamment un lien pour essayer de se rattacher, notamment le fait que Tristan va passer par la table ronde pour essayer de rattacher les deux et donner un semblant de lien. Mais au final, ce mythe est d'abord un mythe oral, païen, qui date plus ou moins du 6e siècle. On n'est pas vraiment sûr, mais c'est à peu près là où les premières traditions orales se sont mises en place, pour ensuite être mis à l'écrit. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on y voit un certain début de l'amour courtois, le chevalier qui part à l'aventure, le chevalier qui part directement aller se battre pour des vertus nobles, à vrai dire, gagner de l'honneur en gagnant des combats face à un géant, face à un chien, face à des créatures mythologiques. Et enfin, bien sûr, le lien d'un mariage éternel la lien d'un mariage éternel triste, puisque la fin du livre, c'est assez simple à comprendre. C'est Tristan qui a été démasqué, qui a été mortellement blessé, qui se laisse mourir, évidemment, de la manière la plus belle qui soit, dans les mains de sa douce Isolde qui meurt de tristesse. Et on dit que sur une île d'Irlande, une petite île sur les côtes irlandaises, un rosier pousse directement au-dessus de sa tombe. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est notamment le fait qu'il a été repris énormément de fois, modifié, notamment par Chrétien de Troyes, dont je parlerai plus tard, pour y ajouter un peu plus de, comment dire, comment on appellerait ça aujourd'hui? On appellerait ça plus, un peu plus de dénouement, un peu plus de péripéties, et aussi rallonger un peu l'histoire, ce genre de choses. Et notamment jusqu'à aujourd'hui, où les traducteurs, notamment l'édition qu'on vous montre, si c'est la bonne, l'édition de poche, Oui, tout à fait, c'est où celle-là. où on rajoute un petit passage à la fin où on assiste au voyage
au voyage sur sa barque, mourant, avec des oiseaux, c'est vraiment magnifique. C'est écrit d'une façon assez, on va dire, assez moderne, parce que ça a été modernisé évidemment. Je l'ai lu ça au collège, c'était à l'époque très pénible, mais vraiment aujourd'hui avec un œil un peu plus adulte, c'est très facile à lire, très agréable, c'est beau, c'est évidemment très beau, et je le recommande rien que pour une plongée dans les mythes, dans les mythes irlandais, notamment qui est une bonne ouverture surtout sur l'immense bibliothèque des livres, on va dire des livres du cycle mythologique, qui est très intéressant si vous parlez un peu anglais, parce que malheureusement ça n'a pas été traduit. Soit. Ok, eh ben écoute, très bien. Bon, effectivement, ça pose le débat entre littérature et histoire, mais le sujet est pas là. Ça reste effectivement un objet historique. On en avait discuté la dernière fois quand j'ai parlé de Procope de Césarée. Quand vous parlez d'un truc qui a 1500 ans, effectivement, vous êtes plus dans l'histoire que dans la littérature, à mon sens, et c'est la même chose ici. Maintenant, bon, effectivement, c'est de la littérature, oui, avant tout, mais ça n'empêche que par le temps qui passe et par l'effet du temps, ça devient aussi un objet historique qui est fondamental dans tout ce qui sera effectivement l'amour courtois, et puis ça peut effectivement porter à s'intéresser aux origines celtiques du mythe, à ce genre de choses, et à remonter un petit peu plus en arrière. C'est une ouverture comme une autre. Ok, bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Eh bien écoute, à toi Cyrus. Le retour. De retour. Eh bien, de retour, Jacques Le Goff. Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? Un livre sorti en 2014. C'est son dernier livre. Ah bah oui, tu m'étonnes, il est mort quand lui? Bah, juste après, je pense. Peut-être en 2014. Le mec, ça l'a tué. Mais donc voilà. Faut-il vraiment découper le Goff en tranches, quoi? Exactement. Bah, immense médiéviste, qu'on ne présente plus, pour le coup. Sûr. Genre, historien incroyable. Mais j'ai choisi de prendre celui-là, qui est peut-être son livre le moins historique sur un sujet. Voilà, c'est pas son roi, c'est pas Saint-Louis, quoi. On est sur quelque chose de beaucoup plus. C'est un essai, c'est plus qu'un livre d'un sujet d'histoire, c'est un essai sur. Donc, qui part de son sujet de prédilection, qui lui aura occupé toute sa vie, c'est-à-dire l'étude du Moyen-Âge, et qui l'étend à la question fondamentale en histoire, qui est celle de la périodisation. C'est vrai. C'est un livre d'histoire de l'histoire, plutôt, d'historiographie, et qui pose des questions sur notre perception de l'histoire par les cases qu'on en fait de manière académique. C'est-à-dire que découper le temps en périodes n'a finalement que pas beaucoup de sens, particulièrement pour les contemporains, à part à de rares moments où on sent que l'histoire bascule. Mais et c'est un livre qui est un plaidoyer historique sur le décloisonnement académique, y compris de la part des universités et tout ça, parce que évidemment, selon lui, ça formate notre façon de voir et de faire l'histoire. Oui, parce que j'allais dire, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il en dit, finalement? Et ben alors, qu'est-ce qu'il en dit? Lui, il est évidemment En tant chantre que du médiéviste, j'entends. en tant que médiéviste et donc échantre du temps long, il trouve que ça n'a aucun sens. Jacques Le Goff étant partisan d'une théorie qui est que le Moyen-Âge n'existe pas. Et pas en tant que les gens n'existent pas, ces gens-là, ce temps-là forcément existé. C'est un récentiste, c'est ça? C'est pas un récentiste, c'est pas à ce sens-là, mais dans le sens où le fait de le découper en tant que tel n'a que peu de sens finalement. Moyen-Âge, c'est simplement ce qu'il y a entre l'Antiquité et les temps modernes. Quand les gens ont décrit cette période autour du 15e, 16e siècle, on se dit, bon, bah, c'est le avant qu'on n'aime pas trop, quoi. Mais alors d'accord, ça s'entend très bien, et puis on va pas rentrer dans le débat parce que ce serait sans fin. Non, mais il faut le lire, et puis c'est son opinion, et moi je trouve que ça pose des réflexions intéressantes. Par quoi est-ce qu'on le remplace? Ah bah alors lui a été... il est un peu taquin dans le livre, c'est-à-dire qu'il propose, il garde l'Antiquité, grand seigneur, tel qu'il est, voilà. Et puis, bah oui, sans branle, c'est pas son sujet, quel enculé. Non, et puis grand latiniste, c'est pas son sujet, mais surtout, il annexe les temps modernes, et pour lui, le Moyen-Âge s'arrête en 1789, et ça me fait beaucoup rire. Oui, donc il y met quand même une fin. Il y met une fin. Quelque part, donc, lui, ouais, bon. Et pour lui, la fin du Moyen-Âge, c'est la Révolution française. Ah, c'est un peu loin quand même. Mais quand tu lis le livre, ça se tient. Il y a des bons arguments. Je ne doute pas. Non, mais encore une fois, ça se discute. Et le découpage temporel, on voit bien le fait que c'est malaisé. On a du mal à dater la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, par exemple. Et la Renaissance en tant que telle n'a pas trop de sens. Moi, je trouve que c'est quand même utile de pouvoir scinder les choses parce que ça permet de se situer.
il reste assez honnête hein, dans ce livre, qui est pas très gros, hein, ça fait quoi, 250 pages, un truc comme ça, donc il n'a pas non plus le temps de s'épancher, c'est pas des thèses et des synthèses énormes, hein. C'est assez sec et efficace, mais il y reconnaît beaucoup de vertus, hein, notamment le fait de pouvoir se repérer plus facilement, d'éviter de parler à chaque fois en siècles et en et en quarts de siècle, ça devient vite infernal. Mais, il y a des choses intéressantes, notamment sur la façon de faire l'histoire, particulièrement en France. Voilà, on est quand même un pays qui forme des gens, et la façon dont l'université française fonctionne depuis un certain temps surdécoupe peut-être un petit peu trop. Ouais, ouais, mais moi je pense que c'est très intéressant et c'est un débat qu'on a tous du mal, on le voit, à effectivement trancher, à savoir, comme j'ai dit, quand s'arrête le Moyen-Âge, en 1453, en Et 1492. Bon. pour le coup, c'est pas du tout un livre d'histoire au sens où ça va s'approfondir un sujet et tout ça. C'est vraiment un essai, un plaidoyer, quelqu'un qui. C'est une réflexion un peu de une somme de réflexion de toute une vie, mise un peu bout à bout, réécrit, bien agencé et tout ça, hein. Mais c'est vrai, ça se sent à la lecture que c'est un ouvrage c'est le dernier, quoi. Ça se sent. C'est plus, il n'est plus dans les archives à dépoussiérer des choses, quoi. Mais c'est un ouvrage intéressant quand on est, même ne serait-ce qu'amateur, d'essayer de comprendre aussi comment l'histoire se fait et qu'est-ce qui l'influence et toutes ces petites choses-là qui conditionnent notre regard sur le passé. Ouais, Et ça permet de prendre un petit peu de recul. Et c'est vraiment intéressant pour le coup. Puis ça se lit très vite, ça coûte vraiment pas cher. Pour le coup, il y a des éditions poche, enfin l'édition Plomb, ça coûte moins de 10 euros, quoi. Ah Donc, ouais, je trouve le sujet, je suis complètement d'accord. Après, bon, c'est l'idée finalement d'arriver à un découpage. Voilà, on peut pas en sortir quoi. Finalement, on est obligé tout de sa même thèse, de. à la fin, il termine, on est obligé de Bon bah découper. voilà, tu vois, Chacun, finalement, j'aurais dû l'écrire. finalement, J'aurais dû l'écrire moi-même. exactement. Et ça, la fin, on est obligé de découper. Et juste, il assume très bien que chaque historien va avoir son propre découpage, parce que chaque historien pense que son sujet est le plus important du monde. Et, mais comme il le fait à la fin de sa vie, que de toute façon, c'est un universitaire adoubé par tout le monde, il ne peut plus rien à foutre, entre guillemets, quoi. C'est un peu le papy zinzin du fond de la salle. Non, mais c'est très bien. Je trouve que c'est encore une fois Et c'est vraiment une intéressant. ouverture Et pour le coup, intéressante. Ouais. et ça se lit extrêmement bien. C'est très simple d'accès, comme la Ok. plupart de ces ouvrages. Et pour le coup, là, c'est vraiment encore plus simple, puisqu'il n'y a même pas de vieux latin et de concepts du XIIIe siècle obscur. Ok, soit. Eh bien écoute, C'est très intéressant. espérons que ça intéresse des gens. Et nous, on va partir ailleurs et on va revenir à nos moutons, hein, au plus intéressant, seule chose intéressante. C'est-à-dire les corps francs. Voilà. Ah oui, Par ça, qu'est-ce La qu'il y a boucle. finalement? La boucle. Non, mais bon, Et le retour aux sources. c'est l'indispensable sur la période, je pense. Moi, ça a été ma première lecture sur le sujet il y a une grosse dizaine d'années, je dirais, ou un peu plus, je sais plus, par hasard en plus. Tiens, tant qu'on est au prix, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. Je pense pas qu'il y ait mieux en français sur le sujet, on a un peu moins de 400 pages. Après, on peut aimer ou pas Dominique Vénère. Moi, à titre personnel, à part Les Blancs, les Rouges sur la guerre civile russe, que j'avais trouvé vraiment très très médiocre, ces livres sont la plupart du temps excellents. Il a une plume, hein, c'est indubitable, et d'ailleurs, c'est assez unanimement reconnu, peu importe les opinions politiques, hein, Dominique Vénère étant plutôt orienté extrême droite. Donc, passons donc sur l'auteur. C'est le même visage. Hein. Enfin, Voilà. c'en était le même visage. Passons sur l'auteur prolixe et passons à l'œuvre. Donc elle est parue en 2002, mais elle fait suite à deux premières parutions, je crois, depuis 74 la première. Donc Dominique Vénère, il n'est pas historien, mais et de une, le travail il est sérieux, il est pertinent, et de deux, c'est presque un avantage, parce que j'ose pas dire que c'est écrit comme un roman épique, mais pas loin. Vraiment, il faut le reconnaître, c'est écrit encore une fois avec un certain style, et puis j'ai envie de dire que les historiens de formation n'ont qu'à faire mieux s'ils peuvent. Ça va vous permettre d'embrasser d'un regard les aspects intérieurs et extérieurs du mouvement des corps francs, mais aussi de forcément la politique, là aussi intérieure et extérieure de Weimar et des pays voisins entre 18 et 23, dans cet important mouvement de bouleversement géopolitique que connaît l'Europe centrale et orientale du temps. C'est
assez bien branlé de réussir à garder les corps francs comme point central et comme cœur de l'ouvrage malgré tout le tourbillon dont j'ai déjà parlé. Et puis voilà, très clairement, moi je suis certain que ça vous donnera, peu importe votre opinion politique, une autre vision des mouvements extrémistes, et là aussi, peu importe leur obédience, à cette époque-là. Et ça se place un peu dans ce que j'ai fait comme travaux depuis l'ouverture de cette chaîne. J'ai dit qu'il fallait les réprouver pour la littérature et puis Müller van den Bruck pour la théorie, et vous pouvez largement compléter par celui-ci pour l'aspect historique, et avec les trois, je pense que vous êtes prêts un petit peu à comprendre le traumatisme de 18, la folle période jusqu'en 23, puis la montée en puissance du nazisme et de toutes ces contradictions internes et tous les mouvements qui le composent. Donc voilà, vraiment je vous le conseille, c'est à la fois de l'idéologie, de la pratique, de la guerre, voilà, sans ça, ce serait dommage, il y aurait que des oubliés, hein, ce serait fort dommage de laisser mourir les hommes en vain. Donc lisez-le, et puis franchement, n'hésitez pas à en lire d'autres de Vénère, la personne est ce qu'elle aime, mais voilà, ça manque pas de style. Moi, beaucoup de livres que j'avais beaucoup appréciés, Le siècle de 14 aussi, parmi d'autres. Donc voilà pour moi. Mais si la période vous intéresse, je sais qu'il y a un livre, enfin, j'en ai en anglais sur plutôt l'aspect des guerres de cette époque-là, mais en français, je ne crois pas qu'il existe de somme. Je crois que c'est la seule. Hein. Ouais, et honnêtement, c'est bien dommage. Voilà. À ton Très tour. mal connu. Hein. Ouais, c'est hyper mal connu et c'est franchement c'est hyper intéressant. Je sais pas pourquoi, après chacun ses centres d'intérêt, mais c'est tellement le champ des possibles, tu vois, et de tout ce qui n'est pas arrivé, je trouve ça toujours passionnant. Alors, un plus petit livre, un bien plus petit livre d'une centaine de pages, qui répertorie et qui est très riche, qui répertorie énormément de proverbes et de dictons. À vrai dire, la plupart des dictons qui sont répertoriés, c'est vraiment la liste la plus exhaustive qui existe, hein, du moins en français, sur, sur les livres et les dictons, sur les proverbes et les dictons. Il est écrit notamment par Jean-Yves Dournon, qui est l'un des seuls lexicographes français qui est intégré l'Académie française. Et notamment la préface qui est très croustillante. Vraiment, si vous voulez acheter le livre, juste lisez la préface, elle est super belle, de Jean Dutour, un académicien aussi. Et cette mini-encyclopédie retrace à peu près comment dire, de manière alphabétique absolument tous les dictons, toutes les petites phrases comme ça pour briller en société, on va dire. Mais alors, De la langue française. quel type? C'est-à-dire. C'est un peu tout, à vrai dire, c'est un peu tout, c'est en fonction, ça parle des gens, ça peut parler aussi, notamment... Quel Des exemples. Un exemple, nous on veut un Des exemple exemples. de proverbe ou de dicton. Et comment Un ils sont exemple. développés. C'est ça qu'on veut. Bien, par exemple, dans la catégorie des mariages, les mariages sont écrits dans le ciel, les mariages sont parfois imprévus, mais la destinée les fait célébrer. Eh bien écoute, voilà un proverbe que je n'ai jamais entendu de ma vie. Moi non plus. Ben, c'est énormément de choses comme ça, notamment au niveau des mois, des saisons. On apprend vraiment énormément de choses. Par exemple, comment dire, une expression très connue. Noël, comment dire, Noël au balcon, pas cotisons. Ouais, par exemple, là c'est déjà Très plus parlant, tu vois. Évidemment, puisque ça parle globalement des phénomènes climatiques qui ont eu lieu du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, très souvent, très souvent, s'il fait chaud en hiver, il va faire plus froid au printemps. Visiblement, c'était comme ça. Et Petite notamment, saison de bonne dame. C'est la sagesse populaire. Passez-moi la il rhubarbe, je vous répertorie, passerai les abricots. on répertorie aussi le manque de dictons. Par exemple, marin. Marin est l'un des seuls, il est l'une des seules professions dans ce livre qui ne possède pas de dictons. Étonnamment, c'est l'un des seuls. Ok. Et, et par exemple, on a aussi des, comment dire, les gens, enfin oui, les gens très, très souvent. Et des choses aussi beaucoup plus subtiles, notamment quand il s'agit de rechercher pour les dictons les plus connus. Rechercher là où l'origine, et ça remonte très souvent au XIIIe siècle, que ce soit en Bourgogne, Picardie, à vrai dire, Et alors, toutes les régions. femme au volant, mort au tournant, non, y a pas? Non, par exemple, non, ça ne prend que les vieux dictons, à vrai dire, les dictons du XXe siècle, Ok, pas vraiment. ok. C'est plus vraiment. Et vous pouvez obtenir ce livre pour à peu près 3 € vraiment. Ça s'adresse à absolument tout le monde, à vrai dire, qu'on soit universitaire ou pas. C'est un super livre de mémoire populaire pour de ceux qui n'écrivaient pas.
de la paysannerie, toutes Ah, les expressions du bon sens populaire en somme. ouais, non, mais ça peut être pour le coup assez intéressant. Après, bon, j'imagine qu'on n'aura pas les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe, mais oui, ok. Ouais, écoute, Non, malheureusement non, nous C'est n'avons des pas livres à ça. mettre aux toilettes, ça. Disons que ça permet, disons pour comment dire, pour les plus connus de comprendre leur origine ou si on a envie d'être un peu pédant ou de briller en société, on peut les utiliser. non, même sans ça, non, non, je pense qu'il faut voir ça comme effectivement Ouais. la connaissance de certains proverbes, savoir pourquoi est-ce qu'on emploie et ce qu'on dit et pourquoi on le dit, parce que c'est parfois on s'exprime tous et on sait même pas pourquoi est-ce qu'on s'exprime de telle ou telle façon. Donc non, c'est intéressant et je rebondis sur la préface, Jean Dutour, c'est très bien, peut-être que je le présenterai un jour dans une fiche de lecture, c'est très sympathique, vous pouvez lire Une tête de chien ou Au Bombeur, ce sont de très très bons livres écrits par Jean Dutour. Ah, mais c'est lui au Bombeur. Ouais, Mais tout c'était à très fait. bien. Ouais, C'était très bien, au c'est Bombeur. un très bon livre. Pour le coup. Un très bon livre. Mais voilà, bah écoute, non, très bien, je pense que c'est une bonne chose de savoir ce qu'on dit et pourquoi on le dit. Et on notera que Jean Dutour a été chez les grosses têtes pendant 30 ans. C'est vrai, tout Et à oui, fait, tout et à oui, fait, c'est vrai. absolument, absolument. Comme quoi, on n'a pas que des qualités. Voilà. Allez, à ton Ah tour, bah. Skiros. Et oui, bah on rentre dans le dur. Toi, on va reparler de radicalité pour le coup. Encore les Et, gauchistes. Aïe, 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 bah aïe. ouais, hein, chacun ses obsessions. Hein. Ah mais on se refait pas. Écoute, et il faut bien des gens de gauche. Hein. Les gens ont l'air de croire que nous sommes monomaniaques ici, ça n'est pas le cas. Nous sommes ouverts à tous et à toutes les orientations politiques. Même les pires. Et sexuels, bien entendu. Même les pires, là aussi. Donc Guillaume d'Avranches, trop jeune pour mourir. Voilà, il fallait un livre d'extrême gauche. Le voilà. Ce sera pas le seul. Mais c'est un livre, pour le coup, c'est un livre orienté Ah bah, politiquement. Non, mais je demande. le livre n'est pas orienté politiquement. Le livre est édité par une maison d'édition orientée politiquement, qui édite libertarien, qui édite également des essais politiques et tout. Mais ça, c'est un livre d'histoire. Pour le coup, un pur livre d'histoire. D'accord. Un livre d'histoire politique et culturelle qui explore en fait la frange, on va dire l'extrême gauche, mais Jaurès est dedans, hein, donc c'est un peu large. C'est toute la gauche française au début du XXe siècle, notamment face à la guerre de 14 qui se profile. Mais pas que. C'est aussi une histoire de populaire, de lutte, associative, artistique, de grève, de meeting. Et c'est une histoire, c'est complètement chronologique, pour le coup. Et ça part, on a le sous-titre 1909-1914 est un peu faux, puisqu'on remonte un peu avant. Ouais, j'allais dire, c'est très court, ouais. Ça remonte avant. Hein. En vrai, c'est plutôt 1900-1914, ça parle. Il y a notamment dedans toute la position de la gauche française face à la guerre, le pacifisme, mais pas que, parce qu'il y a toute une partie de cette gauche française qui n'est pas pacifiste. À combien de pages de demande, Pierre, c'est vrai? C'est assez épais, par contre, là, pour le coup, on est sur quelque chose, on est encore sur les 600 pages, trop jeune pour mourir, c'est entre 600, je crois que c'est un peu plus de 600 pages, entre 700 et 800, je dirais, de tête. Mais il y a quand même pas mal d'illustrations, ça se lit assez bien. C'est très, très découpé. Et il coûte combien? Il est gratuit du coup, comme c'est des libertaires et tout ça, peut-être que. Évidemment que non, évidemment que non. Évidemment que non, c'est probablement le livre le plus cher de ma sélection. D'accord. Évidemment. Mais je te le prêterai, Pierre, je te le prêterai. Bon seigneur. Et on croise toute une galerie de personnages plus ou moins connus, plus ou moins célèbres. Qu'on y croise Bono et sa bande, Louise Michel, Pierre Laval, ainsi qu'un certain nombre de leaders syndicaux plus ou moins oubliés, Émile Pouget, Victor Griffuel, qui vont faire les grandes heures de la CGTU dans l'entre-deux-guerres. Gustave Hervé, qui est le personnage central du livre, qui anime La guerre sociale, un journal. Gustave Hervé qui sera célèbre pour sa compromission avec le régime de Vichy entre 40 et 45. Oui, bon, comme un certain nombre, après c'est l'histoire. Hein. Comme un certain nombre, c'est l'histoire, oui. Mais c'est une plongée dans quelque chose qu'on connaît, en fait, finalement, même y compris dans les cercles initiés, on va dire, extrêmement mal. Oui, je suis assez d'accord, et je pense que c'est comme tout sujet un peu très, très restreint et très précis. C'est un sujet de nous, mais c'est l'histoire d'une gauche pré-communiste. Ouais, c'est intéressant. Et ce qu'il analyse, parce que ce qui m'a... Moi, excuse-moi, les questions viennent au fur et à mesure de la réflexion, mais... Est-ce qu'il analyse finalement cet échec? Parce que ce qu'on a beaucoup pointé, c'est finalement cet échec d'union sacrée, notamment entre les gauches européennes à l'aune de 14. Bien sûr. Ouais. Okay. Clairement, mais ça traverse. En fait, le livre tire les constats de beaucoup de choses qui traversent la société de cette époque-là, dont le pacifisme, mais ce n'est pas le seul, puisque toute une frange du mouvement ouvrier n'est pas pacifiste.
pas spécialement. Oui, puis on connaît l'histoire. Nous, on a la chance de savoir ce qui s'est passé 100 ans après, et Voilà. on sait que ce sera un échec total, Et mis à part pour... typiquement, Gustave Hervé, enfin pour un certain nombre de grands théoriciens du social, et figures de proue du mouvement ouvrier et révolutionnaire français vont appeler à la guerre, et sans se le cacher, y compris voilà, des grandes figures comme Gustave Hervé. c'est la même chose des deux côtés du Rhin, de toute façon. Voilà, hein, en fait, il analyse qu'en fait, il y en a quelque chose d'assez similaire à ce qui se passe de l'autre côté, même, sa théorie est assez claire, c'est que même la mort de Jaurès n'y change rien. Oui, bon, je pense oui, que d'accord. c'était acté, hein, de toute façon. Voilà, non, mais c'est quelque chose, pour un ouvrage qui est, voilà, Ça parle seulement de la France? c'est uniquement français, et ça parle même Ah d'un oui. milieu extrêmement précis, puisque je pense que 75% du livre se passe dans Paris. Ah oui, ouais, c'est très très Oui, précis. bah c'est le centre, de toute façon, c'est là où tout se passe. Enfin, c'est la région parisienne, en fait, c'est là où tout se passe. Le reste de la France est est tristement assez anecdotique en termes de mobilisation populaire de masse. À cette époque-là, et même les grandes grèves du Nord ou du Midi Rouge, en fait, sont quasiment pilotées de Paris. Ouais, c'est pas étonnant. Mais ouais, non, Et, c'est très intéressant. Mais je te dis, moi, il ce y qui a, m'intéresse, c'est cet échec et l'analyse de l'échec qui peut mais être fait, quoi. il y a plein de choses, ça parle, voilà, il y a toute la question de l'immigration, du racisme au sein du mouvement ouvrier avec cette main-d'œuvre qui vient des pays Ah oui, des clairement, pays ouais. de l'Est, d'Europe Nationalisme centrale, profond. il y a le nationalisme, l'affaire Dreyfus, la question du terrorisme et de la violence, la place de la femme, qui sont des questions qui sont encore extrêmement actuelles C'est ça, ouais. Ah, et c'est vraiment brûlantes. complet. Et mais on est sur un énorme pavé avec énormément d'illustrations. Ah non, c'est un gros bouquin d'histoire, bien fait, bien ficelé, avec 99% des gens dedans sont de parfaits inconnus, à part des rues de mairie communiste depuis 75 ans, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'assez précis. Il y a des récits de manifestations, et ça raconte en fait la scission du mouvement ouvrier jusqu'en 14, quoi. Et puis des choses assez qui sont passés très au second plan. L'engouement pour la révolution mexicaine, le service militaire et la relation qu'ont les gens engagés en politique au service militaire, parce que ça conditionnait beaucoup de choses. Le fameux carnet B. Très bien, Donc très bien. Très c'est intéressant. extrêmement complet, et Quand c'est même. une vision pareil de futur, de gens qui sont morts peut-être au mauvais moment, ou ainsi de suite. Après, si ça fait ou 600 pages, ouais, bon, si on l'envoie, on peut peut-être l'envoyer à Delogu, mais il risque d'y être jusqu'en 2028, quoi, donc c'est embêtant. Mais c'est le genre de livre que, très honnêtement, moi je trouve ça très intéressant, et de toute façon, l'éclectisme politique, je déplore qu'il se retrouve parfois confiné plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, malheureusement. Et c'est vrai que c'est le genre de livre que je peux reprocher parfois à certaines personnes de ne pas avoir lu, quoi. Moi non, ce qui n'est pas mon Et cas, ben, je l'ai pas lu, hein, mais je veux dire, je trouve que parfois pour... non, mais ça fait, oui, c'est un livre qui mériterait d'être un peu plus connu, parce que c'est un livre qui, voilà, ça fait un peu partie à mon sens, ça fait un peu partie quand on fait cette voie en tant que militant politique, voilà, pour moi c'est important. Eh ben Ah écoute, oui, oui, quand même, ouais, très intéressant. Voilà. Eh bien voilà. Et magnifique. c'est passionnant. Bien. Voilà, je vous le conseille, c'est probablement mon livre Je vais préféré dans sûrement ma me le sélection. prendre. Oui, ouais, je pense pas avoir l'occasion de le lire un jour, en tout cas pas tout de suite, mais ça fera partie de ma liste un de ces jours, hein, je parcourrai avec grand plaisir. Ok, allez, boum, histoire de Byzance. Allez, on continue par un petit livre utile, on va dire. Un classique. Voilà. John Julius Norwich, c'est un peu un homme de l'ancien monde, c'est un vicomte anglais qui sort d'Eton, d'Oxford, membre de la Chambre des Lords, diplomate. Voilà, c'est un peu ces hommes de l'ancien monde qui étaient historiens par, on va dire, par classicisme, par statut presque, par hobby, hein, entre deux versions de latin. C'est un loisir. C'est ça, c'est un loisir entre deux versions de latin et un discours à la Chambre. Une partie de golf. C'est exactement ça. Bon, et lui, il a surtout écrit sur la Méditerranée, sur Venise, sur les Normands, sur la Sicile. Et donc, une histoire de Byzance que vous trouvez, je crois, au prix de 12 euros. Pourquoi ce bouquin ? Eh bien, parce que raconter l'histoire de 1000 ans d'empire en 500 pages en poche, c'est un sacré défi qui, à mon sens, est relevé. C'est un grand récit historique qui est déroulé, c'est pas l'œuvre d'un historien des sources, c'est pas l'œuvre d'un historien des causes, des hommes dans l'histoire. Ici, c'est plutôt un récit plutôt épique, événementiel, qui déroule un peu tous les grands hommes, tous les grands faits de l'histoire impériale, qui sont racontés, moi je trouve, avec un certain brio. En même temps, bon, le thème recèle en lui-même d'assez de guerre, d'assez de beauté, de grandiose, de tragique pour le faire. 1000 ans d'histoire, ça laisse pas mal de possibilités.
Le livre a des défauts, bien entendu, il passe sous silence par manque de place certains empereurs mineurs, limite vous en apprendrez plus sur eux dans Wikipédia. Il a quelques thèses, mais il en fait pas une centralité, et bon, j'ai l'impression que je pourrais créer à peu près une œuvre équivalente si je le voulais, mais aux dernières nouvelles, c'est lui l'auteur et pas moi, donc voilà, il faut s'incliner. Voilà, et néanmoins, bon, on considère qu'il est quasiment impossible d'embrasser parfaitement 1000 ans d'histoire, ou pour le novice que vous êtes éventuellement de connaître Léon VI et Michel IV. Il est probable que vous serez un peu perdu à la lecture si vous y connaissez rien, et pourtant, je suis convaincu que c'est le meilleur digeste qui est disponible à l'heure actuelle. Et que pour toute personne qui voudrait commencer un peu à étudier l'histoire de l'Empire, c'est le meilleur début, en acceptant d'être un peu perdu et en acceptant de ne pas tout comprendre, voilà, mais ça j'ai envie de dire qu'on le ressent à chaque fois qu'on se penche sur un sujet qu'on ne connaît pas. Et pour le prix, avec ses limites, c'est vraiment le meilleur livre disponible à mon avis. C'est effectivement, comme tu disais Pierre, ça fait très roman. Pour moi, c'est assez plaisant, assez agréable. Ça n'a pas la profondeur du scientisme historique, mais bon, dernière nouvelle, le scientisme il n'a pas vraiment converti qui que ce soit jusqu'à présent, vu la place de l'Empire dans notre mémoire collective. Voilà, je pense que c'est le meilleur début pour combler ce vide. Sinon, vous tapez 6 heures de tier list sur ma chaîne, mais bon, la lecture, c'est important quand même. Donc voilà, lisez-le si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus et si vous avez envie de commencer à connaître l'histoire de cet empire qui est de loin le sujet le plus passionnant de toute l'histoire du monde. Et si vous n'êtes pas du même avis, bah, écoutez, c'est que vous avez un avis de merde. Et ici, vous avez de la chance, on le respecte. Mais les cours conseillés dans les bibliographies étudiantes et tout ça. Ouais, il n'y a pas mieux. C'est un grand classique pour rentrer dans le sujet, quoi. Ouais, vraiment. Après, bon bah voilà, si on n'y connaît rien, c'est très difficile à suivre, surtout que voilà, 1000 ans d'histoire, ça n'a pas tellement de sens en termes de processus historique et de transformation. La chronologie n'a pas tellement de sens, mais voilà, pour commencer à connaître un petit peu l'histoire, je pense que c'est bien de commencer par ça. Ça fait très roman, effectivement. Et voilà, c'est léger, même si bon bah ça reste un pavé et que c'est un empire qui a une histoire vraiment assez longue. Ouais, Protostrator et Protospater, oui, c'est sûr que c'est pas très rigolo, mais bon, ouais, bien commencer par la quelque part. titulature, ça Surtout que ma boule. Les titres et les dignités sont décorrélés, je le rappelle encore une fois. Voilà, bref, pour mettre César et Protospater, c'est différent. Allez. Sur ce, Vaito, à ton tour, Tacite, et donc ce qui me donne le droit de faire une contre-pétrie, j'ai l'impression d'être Henri de Lesquin. Tacite se promène en babouche, voilà. Oui, bon, un autre classique historique devenu classique ethnologique aussi, d'un historien extrêmement connu, reconnu, copié et recopié, Tacite, du 1er siècle, un sénateur romain qui est connu pour ses histoires, ses annales, et surtout son panégyrique qui est sa vie d'Agricola, ainsi que bien sûr la Germanie. Alors pour les Romains, et surtout de la vision de Tacite qui est un Romain, le plus noble des Romains on va dire, juste avant l'empereur, pour lui la Germanie est un peu un territoire de barbares, ce genre de choses, qui est d'un vaste espace qui s'étend des Pays-Bas jusqu'à l'Estonie, le Danemark, la Suède, l'Europe centrale, à peu près là où on n'a pas de ville et là où il fait froid. Et dans son livre, il décrit les peuples, notamment tous les peuples qui vivent à la frontière, c'est-à-dire les Chérusques, les Cates, les Marcomanns, et aussi de tous les de l'image qu'ils avaient, notamment en comparant avec le peuple pressant qu'ils avaient conquis, notamment la Gaule. La Gaule qu'ils comparent à la Germanie, notamment les chevaux. Les chevaux sont plus petits en Germanie à l'époque, alors que les chevaux gaulois sont quasiment aussi grands que ceux des Romains. Et bien sûr, il y a un petit peu de curiosité, notamment entre les Romains et les Germains. Et notamment au moment où il rédige la Germanie, Trajan y inspecte les frontières. Et notamment, il va y aller avec lui pour obtenir des rumeurs, des histoires de soldats, pour essayer d'avoir un texte le plus proche possible de la réalité. Et donc on obtient à la fin un texte qui est à la fois ethnographique, géographique et très historique. On pourrait croire que c'est un anthropologue, mais on n'y est pas tout à fait. D'abord, il décrit les peuples, les us et coutumes, notamment les cultes, comment ils mangent, les structures familiales aussi, et qui la compare aux Romains, qui est évidemment extrêmement différente, ainsi qu'à la guerre, qui est pour comme la Rome, un ciment social.
où globalement tous les hommes d'un village vont partir à la guerre. Très différent des Romains évidemment, mais il y a quand même des similitudes. Des similarités ou des similitudes? Similarités, pardon. Similarités. Pour des peuples qui ne connaissent ni la valeur de l'or ni de l'argent, ils sont, comme il le décrira, une antithèse de la romanité idéale. Ils ne vivent pas dans des villes, et notamment ils pratiquent, même s'ils pratiquent des rituels assez proches du culte des Romains, notamment des cultes secrets, des sacrifices animal, et aussi évidemment de la divination. Ainsi, il nous parle aussi de la géographie, notamment qu'il décrit ce pays sombre, humide, aux forêts ayant des arbres de 6 pieds de diamètre, ce qui fait à peu près 1,70 m. La fameuse forêt hercynienne, qui est bordée par des falaises de craie au nord, d'après les dires de quelques marchands romains qui ont osé s'aventurer pour aller chercher de l'ambre. Et tout ça, c'est un monde qui va disparaître au cours du Haut Moyen-Âge, notamment quand cette forêt va se faire abattre et que le christianisme va s'étendre jusqu'aux confins de la Pologne. Ainsi, il va nous dévoiler, plus on s'éloigne des frontières, plus des territoires imaginaires, avec des hommes notamment mi-bêtes, mi-hommes, dans les confins orientaux. Et ce texte eut une grande postérité, notamment en Allemagne, avec les grands romantiques du 19e, tels Caspar David Friedrich ou Ludwig Tieck, et même les frères Grimm qui vont essayer de rechercher un semblant de fantaisie à raconter dans son livre, pour essayer de rechercher un passé idéal d'un pays qui n'a pas d'histoire, du moins pas d'histoire unie, essayant de trouver, comme les Romains 10 ans avant, une identité commune. Et je pense que ce petit livre, tout de même de 250 pages, qui voit à peu près l'histoire, on va dire une histoire du 1er siècle de la Germanie, vraiment très intéressant pour ceux que ça intéresse, du moins l'antiquité germaine, et si ça peut intéresser, un monde assez inconnu, de gens qui n'écrivent pas, des gens qui se battent dans des forêts, des gens qui n'utilisent pas des routes, qui n'ont pas de ville. Et ce livre peut s'adresser à n'importe qui, à vrai dire. Universitaire ou non, c'est assez facile à lire. Et pour un prix tout à fait dérisoire. Ok, et ben écoute, de toute façon, je pense que pour tous ceux qui apprécient l'Antiquité, Tacite fait partie des obligatoires avec Sénèque et Ouais. autres Juvénal. Je pense que là où ça fait partie, et là où la réflexion elle est intéressante, ça fait partie des fondements de notre pensée, c'est que s'intéresser à l'autre, peu importe que ce soit dépréciatif, c'est l'identité européenne même si Ziegler vous dira qu'il n'y a pas d'identité européenne. Sans lui, on en saurait encore moins, et je pense que ça fait partie de nos fondements, et ça fait écho avec ce que disait Skiros sur les guerres coloniales au tout début. Même cette partie des guerres coloniales, c'est cette identité européenne de se tourner vers l'altérité et de la connaître ou de la conquérir, ce qui fait une différence, à mon sens, profonde entre notre civilisation et les autres. C'est pas pour rien que c'est nous qui produisons des ethnologues. On reproche aux Européens d'être très centrés sur eux-mêmes, c'est sans doute vrai, mais il n'y a pas un continent qui est plus tourné vers l'autre que l'Europe. Même Christophe Colomb, même si on lui donne, et même les croisades, si on leur donne des motifs commerciaux ou d'intérêts qui ne sont pas, comment dirais-je, de découverte de l'autre, ça fait partie d'un mouvement qui est profond chez nous, et Tacite y a contribué, à mon sens, très largement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne prend pas un ton très, très méprisant vis-à-vis du germain. Il essaye de le décrire de la façon la plus... Bon, je dirais pas de la façon la plus neutre, parce qu'il n'est pas neutre, mais dans la façon la plus, on va dire, la plus curieuse, à vrai dire, la plus proche de la réalité. Ah, mais ça fait, je te dis, je pense que ça fait largement partie de nos fondements et de nos piliers. Ah, mais Et très clairement. parfois, ça peut être dépréciatif, ça l'est souvent, parce que quand on se confronte à l'autre, on aura tendance à présenter ses particularités sous un jour un peu négatif. La différence est jamais bien vue. Mais il n'empêche que voilà, c'est notre identité, et Tacite joue, à mon avis, un rôle, pas forcément fondamental, mais il joue un rôle là-dedans. Ok, soit. Ça fait plus de 2000 ans qu'on le lit.
et partout en Europe. Ça donne partout en forcément Europe. envie d'être son propre Tacite, même si aujourd'hui le désenchantement du monde est tel qu'on a peut-être plus grand chose à découvrir, mais maintenant comme on importe, c'est bien parce qu'on l'a sous nos yeux, donc c'est plutôt une bonne chose. On va dire ça. Vu comme Allez, ça. à toi mon skiki. Allez, on continue avec la gauche history. Il en faut. Il en faut Il en aussi. faut. Et pour le coup, c'est plus qu'un livre que je conseille, c'est plutôt, je le conseille pour peut-être aussi des mauvaises raisons, entre guillemets, plutôt critiques. Donc Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis, de 1492 à nos jours, qui a été écrit entre 1980 et 2009. Il y a une succession d'éditions extrêmement plus ou moins proches, parce que la première mouture a été écrite sous Reagan, quoi, donc la dernière sous Obama. Donc c'est un petit panorama quand même de la vie culturelle américaine qui a un peu changé, et notamment académique. Howard Zinn est un des rares spécimens américains de gauche, au post-1970, qui a écrit des livres qui ont été lus par plein de gens. C'est-à-dire que c'est pas un théoricien politique, c'est pas... à la base, il n'a pas une formation d'historien d'ailleurs, c'est un journaliste. Et c'est sa principale critique, c'est que le livre est tout autant un plaidoyer, beaucoup plus orienté que Trop jeune pour mourir, que, qu'un livre d'histoire. Mais c'est un livre qui a de grandes qualités. Notamment, c'est un livre qui va inventer l'histoire populaire, d'une certaine manière, dans le sens expression, hein, pas dans le sens la façon de la faire, parce que la micro-histoire date bien avant. On reparlera de Montaillou sur cette chaîne Ah oui, un jour. j'en parlerai moi début 2026 normalement. Un jour, voilà. Mais qui aurait eu d'ailleurs sa place dans ma liste si je ne l'avais pas lu il y a trop longtemps. Bref. Je l'aurais Et refusé, c'est de toute façon, étant donné que j'allais le tant mieux, présenter. tant mieux. Et donc, c'est une tentative de faire l'histoire d'un pays, et plutôt d'un continent, parce que c'est une succession de pays, puisque en 1492, autant vous dire qu'au au Ah 15e oui, puis au oui, 16e siècle, c'est il y clair. a moins Ouais. de pays. Mais notamment de faire quelque chose d'une histoire qui, en tout cas aux États-Unis, ils ne racontent jamais et ils ne se racontent jamais. C'est un livre extrêmement américain, donc extrêmement auto-centré. C'est plutôt un livre qui en dit long sur la façon de voir le monde, l'histoire et se voir soi qu'un livre d'histoire. Au sens, c'est plutôt un miroir qu'autre chose. Donc, pas un miroir, mais c'est un objet d'étude en soi. On comprend plus les États-Unis actuels que les États-Unis du XVIIe, en fait, en lisant ce livre, et sur notamment ce que critique l'auteur de cette histoire américaine qui est extrêmement lissée et extrêmement peu creusée en dehors de grands épisodes que sont Oui, la guerre de quelques guerres. sécession et tous les trucs des connards cassent les couilles avec leur guerre de sécession. Voilà. La guerre de sécession, la Seconde Guerre mondiale, quelques grands épisodes comme la présidence de Roosevelt, qui se confondent, Lincoln, voilà, des grands hommes. Un focus sur la guerre d'indépendance, mais et lui s'occupe, j'allais dire, de la vraie vie des vrais gens. Alors quelle est l'idée un peu, quelle est la thèse? Parce que Et tu ben nous dis que c'est l'idée, orienté la politiquement. thèse, c'est que les États-Unis ont été construits par leur base plus que par les grands hommes, qui est encore quelque chose qui est très très présent aux États-unis. Ah oui, bah Et en France, on est, oui, c'est forcément. assez mal placé pour le dire, mais voilà, Quand même, on a moins cette idée. Si, oui, on est un on a, pays, on a le pays des grands hommes, mais c'est un peu différent. C'est moins, c'est de la destinée manifeste, l'homme élu par Dieu, donc voilà, quelque part. Donc oui, exactement. on a plutôt une vision plus politique que religieuse. Oui, nous, nos grands hommes sont assez larges. Quand tu regardes ce qui est au Panthéon, c'est un peu le bazar, on va dire. Ah oui, bah il y a la succession des régimes, oui, trouble un peu la chose. Non, je pensais plutôt à l'aspect politique du type Oui, mais même De Napoléon à De Gaulle ou de Clovis à De Gaulle, quoi. de Clovis à De Gaulle, on pourrait faire une généalogie, mais il y a aussi dans nos grands hommes tout un tas d'intellectuels, C'est sûr. d'hommes d'État qui ne sont pas des gouvernants, et ainsi de suite, les conseillers, ouais, tout ça, on pourrait en faire plein. Alors que aux États-Unis, c'est vraiment le président qui incarne tout avec cette mission divine. Et là, c'est au contraire une histoire par la base, par les gens qui travaillent. Les colons les engagés sous contrat du 17e qui crèvent la dalle, les esclaves, Ouais, les Amérindiens, toute cette immigration sale et puante que les Américains ont tout de suite voulu mettre sous le tapis parce que ils étaient au-dessus de ça. mais c'est ce qu'apporte, à mon sens, au-delà de. Bah, ça doit être très intéressant, hein, mais c'est ce qu'apporte aussi. Et c'est pourquoi il faut de la littérature, il faut du cinéma, il faut ce genre de choses, parce que c'est ce qu'on Exactement, ce qu'on trouve ailleurs. exactement.
Et d'ailleurs, c'est un livre qui emprunte beaucoup de codes à ça. Plus qu'un livre d'histoire, c'est plus, à mon sens, un grand contre-récit. Ok. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord. Et Plutôt controversé, donc. c'est extrêmement controversé, même, pour ne pas le dire. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur les mêmes sujets que Zinn, enfin qui ont travaillé, qui ont écrit sur les sujets, des sujets communs avec Zinn, disent que c'est quelqu'un qui a plutôt mal travaillé d'un point de vue purement historique, Ah oui, ce d'accord. qui se comprend aussi. C'est pas forcément un très bon livre d'histoire, plus qu'un voilà, un contre-récit qui permet d'éclairer des zones d'ombre, particulièrement pour nous, Européens, en voyant ça à distance, ayant parfois du mal à comprendre ce complexe de Dieu qu'ont les Américains. Et ça aide à avoir un regard un peu décentré. Puis de toute façon, moi, c'est mes trucs, hein, c'est mes centres d'intérêt, Ouais, mais vous c'est l'avez bien très bien. compris, C'est très bien. Ah, mais avec la c'est littérature. Et c'est totalement chronologique, ça se lit extrêmement facilement. Alors vraiment très très facilement. Et on apprend quand même pas mal de choses, et ça donne surtout des portes pour creuser des trucs assez particuliers. Je sais pas, la présidence d'Andrew Jackson et la conquête de la Floride, enfin des trucs extrêmement... à la conquête de l'Ouest. Ah, mais tout bêtement, la Floride, si t'es pas assez. Bon, c'est pas tout à fait à l'ouest, mais ouais. pas Non, tout non, à mais fait à l'ouest, plus pour la Oui, conquête de l'Ouest plus précis. Non. mais l'Ouest est une idée aux États-Unis. L'Ouest n'est Ah oui, pas un c'est une lieu. idée, d'accord. Et je L'Ouest suis est assez une idée. inconnu sur ce sujet-là. L'Ouest est une idée, et l'Ouest, c'est la frontière, c'est ce il qu'il y a leur faut derrière. toujours une frontière, effectivement, et une Voilà. nouvelle frontière. Et une Bref. nouvelle Mm. frontière, et ainsi de suite. Et le livre parle de ça, justement, plutôt tout autant que des gens, de ces idées-là et de ces contre-idées, puisque ça parle notamment de choses qu'on a complètement oubliées en Europe, mais qu'on ne connaît pas, qui sont le syndicalisme américain, les luttes sociales, les luttes des paysans sans terre, la place extrêmement importante du messianisme religieux, y compris jusqu'au XXe siècle, hein, dans la mentalité américaine. Et c'est pour ça assez intéressant. C'est pas toujours un livre d'histoire extrêmement poussé, extrêmement creusé, mais c'est une belle plongée dans la psyché américaine. Ok. Bah écoute, très bien. Très bien. Qui le placerait à la subtile limite entre histoire, littérature, journalisme et pamphlet, quoi. On aura Ah oui, compris bon, après la littérature que tu es un complet colonisé américain. Exactement. C'est très bien. Écoute, parfait, Complètement. parfait. Exactement. D'où les blagues sur Michael Mann. Allez, à mon tour. Alors, l'Europe barbare. Fondamentalement, c'est un peu la même optique pour celui-ci que par rapport au précédent. C'est un peu la première approche. Je l'avais lu à sa sortie. Bon, il a été depuis réimprimé parce qu'il s'est vendu comme des petits pains. J'imagine que je suis pas le seul à l'avoir lu. Keslow, c'est un historien qui est un petit peu plus jeune, qui est anglais, comme d'ailleurs Norwich, qui s'est fait connaître à la base par un bouquin sur la destruction de Hambourg par les bombardiers alliés. J'ai oublié le nom de l'opération, vraiment, peu importe. Qui là donc s'attaque à autre chose. La question qui se pose, c'est celle de la sortie de guerre, mais de la Seconde Guerre mondiale, qui est curieusement moins étudiée que la première de ce point de vue. C'est un sujet que tout le monde connaît un petit peu parce que tout le monde a Wikipédia, mais déjà en 2013, quand le bouquin est sorti, le livre, sans être absolument un pavé dans la mare, remettait un peu l'église au centre du village, puisqu'on a parlé des dictons, en venant combler une vraie lacune dans la recherche historique. On se retrouvait avec un portrait de la réalité, de la continuité historique derrière le poids des dates, 1939-1945, avec les noms, les lieux, la vengeance des populations, les différentes politiques de nettoyage ethnique à travers l'Europe, et le bouleversement dans toute sa monstruosité, dont l'Europe est bien plus l'héritière que de la paix de 45. C'est l'immédiate après-guerre qui est la vraie matrice de l'Europe, et la violence ne s'est pas arrêtée une seconde après la chute du Troisième Reich. Alors, bien sûr, le Troisième Reich en a été l'élément déclencheur, hein, il ne s'agit pas de l'exonérer dans le bouquin, mais disons que ça a été l'élément déclencheur pour des peuples qui n'attendaient en fait que l'occasion propice et qui répugnaient à l'idée que le conflit soit terminé pour eux. Sans tous ces bouleversements, il aurait été impossible que s'instaure le nouvel ordre mondial post-45, et il s'agit aussi de rendre justice à la vérité sur l'ampleur des massacres et des déportations après la fin de la guerre, et toute l'ampleur de la guerre fratricide dans laquelle l'Europe s'est consumée durant 10 à 15 ans et non pas seulement 6. Parce que tous ces gens, un petit peu comme les corps francs, tous ces gens, ce sont des victimes sans comptabilité, sans témoins. En tout cas, sans témoins qui s'expriment, ou en tout cas pas chez ce qu'on connaît en tant que grand public. Le travail, il évite l'addition des faits et des massacres qui auraient rendu un peu ça un peu pesant. morbide. Voilà, et l'agencement rend le tout assez facile à suivre.
Il revient, il met en perspective tous les conflits civils et armés qui perdurent, avec leurs caractéristiques propres selon l'endroit, et voilà, personne n'en sort grandi, c'est un rappel salutaire, ça remet à l'endroit à la place des gentils et des méchants, hein, c'est-à-dire que à la place que des seuls méchants en fait, hein, tout le monde a ses deux étendards, et voilà, la sortie de guerre de 18, qui a abouti à 45, elle a fatalement été plus étudiée parce qu'on l'a jugé responsable du second conflit mondial, donc on voulait savoir comment c'était arrivé, alors que l'ordre mondial post-45, il a été jugé plus ou moins stable, et donc il paraissait sans doute pas nécessaire de remuer la merde en sciences historiques, et voilà, généralement plus le sang a coulé en un endroit, plus on a modifié ou plus on a, disons, figé l'histoire. Or, ça aurait été passer sous silence la vérité de ces années terribles de l'après-guerre et se priver d'une entière compréhension des logiques qui préside à un après-guerre qu'on va peut-être bientôt connaître à nos portes, hein, finalement. Ce qui se passe aujourd'hui aux confins de l'Est trouve sans doute un écho dans ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est sorti un peu de notre inconscient. Si on est réfléchi, on le sait, mais on a tendance d'instinct à occulter un peu tout ça. Voilà, si on fait appel au cerveau réflexe, on a l'impression qu'en 45, c'est un stade terminal, une rupture, et puis boum, rideau de fer, certes déplacement de population, je pense que tout le monde a en tête les mouvements allemands notamment, mais ce ne sont pas les seuls, et très sincèrement, je pense que c'est un livre qui est assez fondamental, comme encore une fois comme porte d'entrée, mais pour des choses qu'on méconnaît complètement. Voilà, et ça donne vraiment une matière à réflexion et un socle sur lequel baser une vision peut-être un peu moins manichéenne de l'histoire. Voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est vraiment tout ce qui se passe, c'est vraiment dingue, et surtout ça replace ce conflit sur du temps long, c'est-à-dire une vraie dizaine d'années, et vraiment le côté suicide européen absolu, hein. Je veux bien que le 14-18 soit un suicide, mais là on en a un deuxième, et on en est les héritiers aujourd'hui, encore une fois bien plus que de la Seconde Guerre mondiale, qui est par essence terrible, hein. C'est bien entendu, c'est un paroxysme absolu, mais ce qui se passe après, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Donc voilà, c'est intéressant. C'est qu'on n'est pas sorti de ce paradigme-là encore en 2022, qui est celui de 1950. Hein. Non, on n'en est pas sorti, mais en même temps, je pense que si on a eu cette paix dont on a joui entre 45 et 90, avant l'explosion dans les Balkans, c'est largement grâce à ça, tu vois, c'est pas grâce à la paix en 45, le plan Marshall et tout ce qu'on veut. Non, c'est parce qu'il y a des mecs qui ont dit, attends, j'ai une minorité de 300 000 personnes, hop, tu la vois plus. Donc voilà, en 18, enfin bon, j'ai déjà dit 40 000 fois, mais en 18 on a redécoupé des frontières, en 45 on a redécoupé des peuples, et ce sont deux mouvements qui ont construit cette Europe un peu homogène qu'on ne connaît plus, et on ne sait pas ce que l'hétérogénéité va nous apporter dans les décennies à venir, mais la constitution de pays unis ethniquement, linguistiquement et culturellement au sein de frontières bien définies, ça a été la garantie de la sécurité européenne, bien plus à mon avis que les bombes nucléaires, mais ça n'est que mon opinion. Bref, voilà. C'est aussi une position très, j'allais dire, Europe de l'Ouest centrée, enfin j'allais dire franco-britannique, parce que on est très peu concerné par ces déplacements, et c'est... Oui, mais même dans les autres pays, il n'y a pas tant d'histoire, parce qu'en fait, c'est un des rares livres qui est... parce qu'en fait, tu n'as pas envie de... Encore une fois, personne n'aime manger sa propre merde. Je pense que les Allemands n'ont pas forcément envie de remuer un peu. Et les Polonais n'ont pas envie de... Ni les Ukrainiens, ni tout ce que tu veux, ni les Hongrois... Ni les Hongrois, ni les Tchèques, ni les Lituaniens. Pour la France, il veut quand même des gros déplacements de population, surtout en Alsace, de colons allemands qui se sont fait virer Manu Militari en 1945. C'est rien du tout. Là, ce dont... Par rapport à l'Est, mais... Non, c'est pas vraiment le sujet, surtout que ça s'est moins mal passé que ce dont il parle, qui sera plutôt en France, l'épuration. Ce qu'il évoquera en France, ce sera plutôt l'épuration sauvage, et voilà, et les abus que ça a pu entraîner. Ce sera plutôt ça dont il va traiter pour le cas français, en l'occurrence. Mais c'est très étonnant, parce qu'il y a pas tant de bibliographie sur l'après-Seconde Guerre mondiale par rapport à l'après-première, qui est bien troublée aussi. C'est foisonnant. Hein. Ouais, c'est foisonnant, mais... recherche faite dessus. Mais parce que, en fait, beaucoup de gens s'y sont intéressés, parce que, effectivement, 18 est sans aucun doute la matrice de 45, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, mais du coup, ça générait l'envie de comprendre, alors que post-45, jusqu'à l'explosion des Balkans, c'est calme plat, donc qui a envie de se replonger là-dedans et dire, ah ouais, mais attendez...
Ce que vous Puis avez c'est fait, c'est pas masqué terrible. par des grands bouleversements qui sont la décolonisation, la guerre froide, Ouais, et la tout guerre ça qui froide, masque clairement. aussi. Clairement, Qui clairement. masque ça. Mais d'ailleurs, c'était la même chose, hein. En 14, il y avait énormément de livres en France sur 70 et le Second Empire, Mm. alors qu'après, on n'avait plus rien à foutre, en fait, très clairement. Voilà, On va donc peut-être juste c'était, attendre un peu. je pense que c'est une première lecture qui peut être très intéressante au cas où vous vous intéressez un peu à la chose et comprendre certains événements de notre passé qu'on ne maîtrise pas forcément. J'ai oublié les 9 dixièmes de ce que j'ai lu, hein, mais voilà, il en reste toujours quelque chose. Allez, à ton tour, Veito, viens. Oh putain, la vache. Allez, à toi. Le beau morceau. Oh putain. Oh la vache. Ah oui. Bon. Alors, Spindler, un siècle d'art en Alsace, c'est l'histoire avant tout de Charles Spindler, mais aussi du cercle de Saint-Léonard, c'est-à-dire Ah bah l'art comme ça c'est plus nouveau, clair, effectivement. l'art, l'art nouveau alsacien entre 1893 et 1914. Globalement, pour vous situer un petit peu, pour comprendre un peu le livre, il faut d'abord situer comment est l'Alsace entre 1870 et 1871 et 1918. Globalement, l'Alsace est remise à l'Allemagne, sauf qu'en Alsace, il y a une bataille culturelle entre francophiles, notamment l'élite qui est restée, et les germanophiles, qui sont globalement l'élite qui a été placée là par Berlin, notamment absolument tous les universitaires et les gens dans les bureaux, notamment le maire qui est extrêmement germanophile car prussien. Et Charles Spindler, dans tout ça, c'est d'abord un Alsacien avant tout. Bah on l'avait deviné, oui. Un Alsacien avant tout. En 1871 et mort en 1938. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui voudrait faire revivre une Alsace éternelle, à vrai dire, via un art populaire alsacien, notamment en prenant des figures purement alsaciennes, type Saint-Odile, les costumes locaux, les bustiers notamment, et les porte-bustes, c'est-à-dire des petites pièces en tissu triangulaire qui servent notamment à cacher la couture du bustier. Des pièces d'œuvres d'art en Alsace notamment. Et au cours des années 1890, il va former avec notamment énormément d'artistes, notamment la plupart des peintres du Haut-Königsbourg, qui est une œuvre purement germanophile, la restauration d'un château d'un style français de base, qui a été restauré par l'empereur Guillaume II dans un style purement allemand. Et donc, notre cher Charles Spindler ouvre en 1893 son petit atelier à Burch, c'est à l'ouest de Strasbourg. C'est un superbe petit village qui regroupe absolument tout ce qu'il apprécie, c'est-à-dire un ancien couvent du nom de Saint-Léonard, où va se regrouper tous ces artistes qui ne choisissent pas, qui ne choisissent pas la francophilie ni la germanophilie, mais qui voudraient un entre-deux, c'est-à-dire l'Alsace. Et Mais qui alors va attends, je énormément. t'interromps juste une seconde. Du coup, il est l'auteur du livre ou pas? Non, c'est son petit-fils, l'auteur du D'accord, livre, d'accord. qui Ça s'intéresse exerce à le même lui. métier que lui. Ça s'intéresse à lui. Oui, ça s'intéresse directement à son grand-père, qui lui est beaucoup plus, on va dire, qui a beaucoup plus bossé que ses deux petits-fils et son fils, mais qui font le même métier à peu de choses près. D'accord. Et notamment, son art va se voir dans la marqueterie d'art, qui va découvrir comme ça, par hasard, sur des modèles allemands, qui est très populaire dans le Westerwald notamment. Des petits panneaux qui reprennent des bois locaux, teintés ou non, pour former notamment ce que vous pouvez voir en couverture, une forêt et des bûcherons. C'est globalement ce qu'il va faire, ainsi que des meubles dont il va exposer à l'exposition universelle de 1900 à Paris, ainsi qu'à l'exposition de 1904 de Saint-Louis, où il va obtenir quelques distinctions, tout de même, pour un petit artisan. Ainsi, il va militer durant toute sa vie, ainsi que son fils, qui est né, il me semble, en 1908, si je ne me trompe pas. Et va globalement défendre cette idée d'art nouveau alsacien, qui va à l'encontre de l'école de Nancy française et de l'école de Darmstadt purement allemande, en proposant quelque chose de très enraciné, on va dire.
Ainsi, il va notamment critiquer, comment dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans le livre comment dire, une psychologie assez avancée du monsieur, notamment comment dire, comment il voit les politiques pro-allemandes ou les politiques pro-françaises. Notamment, il va critiquer assez ouvertement Hansi. Si vous ne connaissez pas, c'est la personne Si, qui c'est va... un caricaturiste bien connu. Oui, voilà. Et il va le critiquer dans le sens où c'est quelqu'un qui est nasillard, qui a, comment dire, qui ressemble à un Bosch, qui aurait voulu se donner des allures de rapin français. Et il va aussi critiquer absolument tous les artistes allemands qui sont venus s'installer en Alsace, notamment un certain Ludwig von Sibard, qui est lui plutôt un peintre de la Belle Époque, qui va le critiquer directement de Bosch qui souhaite être alsacien, sans l'être vraiment. Et au final, ce livre, fait à peu près d'une centaine de pages, qui est introuvable aujourd'hui malheureusement, ou sinon il va vous coûter quand même un bras s'il n'a pas été réimprimé, qui est très intéressant, notamment si vous vous intéressez à tout ce qui est la marqueterie d'art, et l'histoire de la marqueterie, ainsi que l'histoire de l'art nouveau alsacien, qui est un sujet certes très niche, mais extrêmement intéressant, parce qu'on peut retrouver tout de même ses œuvres jusque dans un hôtel à Dubaï. Ce qui est quand même assez intéressant. Un gage de qualité. Hein. Ils ont bon goût, Un gage de comme le qualité. chocolat, On le va dire chocolat pas de un gage de Dubaï. qualité, mais c'est assez intéressant. De la Disons que ça m'a marqueterie fait en rire quand chocolat je de l'ai vu, Dubaï. quoi. Il est dans un couloir d'un hôtel à Dubaï, visiblement. J'ai vu ça dans les notes. Ça m'a fait assez rire. Et globalement, c'est son fils Paul et son fils Jean-Charles ont repris son atelier, refont aussi des marqueteries d'art comme ça, en reprenant les modèles du grand-père. Bien écoute, chacun ses centres d'intérêt. À titre personnel, je passe, hein, je vais pas te mentir, la marqueterie alsacienne, bon, c'est niche, mais ma foi, écoute, il faut... Ah oui, oui, c'est très niche, mais ce qui est plus intéressant, c'est plus comment dire, d'évoquer tout l'art nouveau alsacien qui est là. Bon, là, c'est mon sujet de master, mais bon, on va dire que c'est intéressant. Eh bien écoute, chacun ses centres d'intérêt, il faut tout pour faire un monde. Ma foi, c'est ce qui fait la richesse de cette chaîne. Allez, bah tiens, on va prendre là, encore des Allemands et encore des... On s'en sort pas. Il faut poursuivre. Il fait pas de marqueterie au moins. Non, il fait pas marqueterie. Non, non. Donc, pour terminer, il fallait finir sur les sujets qui comptent. C'est-à-dire ce qui se passe outre-Rhin entre 33 et 45. Encore. La loi du sang, penser agir en Asie par Johann Chapoutot. On dirait presque un programme, dis donc. Ça a l'air intéressant. Hein. Il nous Et dit, bah, il nous dit comment faire ou... Exactement. Très bien. Mais c'est tout le temps. C'était pas forcément le choix que je voulais mettre au début, mais il m'a semblé intéressant pour plusieurs trucs. Déjà parce qu'on a un niveau d'histoire culturelle sur cette période-là, c'est assez rare en français. C'est peut-être un des rares. Ouais, puis c'est notre expert S-nazisme. C'est le nôtre, tout à fait, c'est le nôtre, non exempt de défauts, comme tous nos experts. Tant qu'il parle, experts du monde. Tant qu'il parle de nazisme, il a l'air de très bien connaître son sujet, en effet. Il connaît, oui, voilà, c'est exactement. Il connaît plutôt bien son sujet sur le nazisme, et ça tombe bien, c'est ce que moi je lui demande. Et c'est comme, ouais, pour schématiser un mode d'emploi, qu'est-ce que c'est que la pensée nazie, quoi? C'est quoi la vision du monde de cette idéologie-là, de ces gens-là, d'où ça vient, pourquoi, comment ça fonctionne? Il y a plein de Carspitz dedans. Oui, fatalement, oui. Fatalement. Ça a l'avantage d'être une somme sur ce sujet-là. Bon, il y a beaucoup d'autocitations, puisque ça cite beaucoup le nazisme et l'Antiquité du même auteur. Il y en a un autre qui est sorti depuis encore sur le nazisme, le monde nazi. Oui, à un moment, il faut bien gagner son salaire, hein, je veux dire. Exactement. C'est logique. Et c'est que je n'ai pas lu, hein, c'est pour ça que je ne le présente pas, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans la méthodologie de cet ouvrage-là, bien que voilà, un certain nombre de sources soient critiquées par d'autres experts allemands, et voilà, des querelles d'experts, c'est le style est assez abscon parfois, c'est pas un ouvrage qui est simple à lire, c'est un énorme pavé avec plein d'allemands dedans, forcément, mais c'est cette plongée dans la mentalité du temps, des origines jusqu'aux aboutissements, qu'est-ce qui se passe concrètement. On pense comme ça, certes, mais qu'est-ce que ça aboutit dans le concret, dans le réel.
C'est très bien de décréter quelque chose, mais ça se traduit comment? Et il fait ce pont-là, et c'est une somme notamment de travail historique, d'archives colossale, puisque j'ai revérifié dans le bouquin, c'est près de 2000 références bibliographiques et archivistiques. C'est monstrueux en termes de micro-histoire parfois, dans les textes de loi de je ne sais quel Gauleiter, de je ne sais quelle province de Thuringe, et ainsi de suite. Enfin, c'est quelque chose assez foisonnant. Et ma foi, c'est très compliqué à lire. Enfin, c'est un vrai livre d'histoire un peu plus ardu que d'autres que j'ai pu présenter. Mais c'est assez fascinant de trouver des racines qui nous sont bien connues et que le grand public ignore assez souvent de ce que c'est que le nazisme et la thèse de l'ouvrage et la thèse de l'auteur, en fait, c'est que le nazisme n'est qu'un artefact de notre modernité à nous, que c'est juste un autre visage avec les mêmes sources, employées différemment. Et pour ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et c'est un maxi pavé sur comment être nazi, comment penser nazi, sur quel texte s'appuyer, comment faire du droit en Asie, comment faire de l'histoire en Asie, comment faire de la littérature en Asie, et élever ses enfants en Asie, et ainsi de suite. Sur tous les aspects de la vie du réel et de la vie culturelle, philosophique, mentale. Et voilà. Ok. Bah écoute, il y a des tutos. Il y a des tutos. Non, moi j'avoue que j'ai jamais lu Chapoudo parce que j'ai pas de passion pour le nazisme. C'est pas une période, moi l'Allemagne m'intéresse jusqu'en 33, après ce qui s'y passe me passionne pas des masses. C'est très intéressant, hein. C'est pas, je déprécie pas du tout ni le sujet ni l'auteur. Ça a l'air vraiment passionnant tout ce qu'il fait, mais c'est vrai que j'ai pas de passion effectivement pour Non, pour le des sujets qui chancelier sont allemand. particuliers. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un truc qui me laisse complètement de marbre, De- ça me casse les comme, couilles. comme les falaises. Exactement. Voilà. Voilà, pour revenir à Junger, on a fait le tour. Eh ben écoute, très bien. Non, mais il est reconnu, et je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à la chose l'ont lu, hein. Je pense que Chapoutot... Bah, c'est la porte d'entrée en français parce que ça fait partie des rares auteurs français récents déjà, parce que c'est quelque chose sur lequel on s'est très peu penché en France en fait. Euh, je pense, complète, j'allais dire germanophobie, mais dans le sens pratique de la langue. Il y a finalement peu de gens qui pratiquent l'allemand à un niveau assez universitaire pour se pencher sur la question. Et oui, c'est clairement quelque chose c'est un excellent livre sur la période. Et après, faut aimer la période, quoi. C'est pas du tout. Oui, non, mais c'est un peu comme la passion pour les, tu sais, les assassins et machin. J'ai toujours un peu de mal avec qui se passionne pour ça. J'ai toujours l'impression de voir des cinglés. Mais ouais, ok, bah écoute. Ah, c'est un livre de zinzin. Tu sens que c'est un livre, c'est vraiment pour des gens un peu particuliers, quoi. Et je dis ça avec beaucoup de respect hein, pour les chercheurs et tout ça, mais il y a ce côté extrêmement, euh, comment dire, à la fois extrêmement précis sur un sujet dont on a l'impression d'avoir fait le tour 25 000 fois. Quelque chose quand même, Ah, mais je pense, ouais, non, mais justement, je pense que c'est pas le cas, hein. Je pense qu'on le prend Ah comme non, non, la un, façon dont on le prend dans comme la un fait, façon hein. dont c'est fait, c'est extrêmement intéressant. Et Ouais, je pense puis, qu'on. l'aborder par le prisme de l'histoire culturelle, parce que c'est la formation de Yann Chapoutot, je trouve ça assez, j'allais dire, rafraîchissant dans un certain sens, parce que c'est pas Ah non, mais c'est des pas ce qu'on fait. Non, mais institutions, je suis des d'accord. échelles du. Je suis Voilà, d'accord. c'est pas. Je pense que c'était l'angle mort un peu de notre travail, du travail historique sur le sujet. Ouais, c'était beaucoup trop événementiel et beaucoup trop militaire, et ça manquait effectivement de référence culturelle, parce qu'on a tendance à évacuer ça comme le fait que alors pas le fascisme, parce que le fascisme bénéficie d'un peu plus d'assises culturelles, mais le monde nazi vu comme profondément pas inculte, mais sans racines et sans intérêt de ce point de vue-là, alors que effectivement il existe une Alors que pas du, on transforme alors que pas pas un du tout. pays sans idéologie profonde, sans culture et sans pensée, quoi. Donc, non, c'est très bien. Voilà, ce qui est assez curieux, c'est qu'en Allemagne, c'est quelque chose qui est fait depuis très longtemps, et pas du tout dans les autres pays, en fait. Bah, en même Genre un temps, peu aux États-Unis et dans le monde anglophone. ça nous concerne un peu moins, hein. On est concerné moins directement, je pense, hein. Bien sûr, Malgré le retour du bruit des bottes perpétuel, mais non, mais il y a plusieurs fois, l'auteur déplore aussi parfois des réactions un peu épidermiques dès qu'on parle de ces sujets-là.
Ah bah, Donc, ils sont mis à toutes les sauces, étonnant. ils sont mis à toutes les sauces. Et c'est vrai que là-dessus, cadrer la chose, cadrer l'action et cadrer la pensée de ce qu'est le national-socialisme, mais bon, encore une fois, c'est pas, j'imagine que c'est pas les bonnes personnes qui vont le lire, mais enfin bon, c'est encore autre c'est chose. toujours pareil. Ouais, C'est toujours pareil. c'est un peu le souci. Bon, passons, continuons. Hein, après, tant qu'à parler de date de rupture, après 45, parlons de 1453, il fallait forcément que je fasse la part belle à l'Empire. Mais encore une fois, sans regret, tant je trouve que le bouquin, là, apporte là aussi quelque chose de franchement bienvenu. Alors, je me souviens plus du prix, il est pas très cher. Je crois que vous le trouvez à peu près à 30 balles, il doit peser quand même ses 1400 pages, un truc comme ça. C'est vraiment un extraordinaire travail de compilation historique déjà. Et je pense que c'est un livre à posséder, peu importe l'attrait qu'a pour nous cette période ou ce lieu. Ouais, bientôt la sponsor, effectivement. Vu le prix au bouquin, C'est ça. On connaît tous l'histoire, on pense la connaître. Hein. Il ne s'agit pas ici de retracer, je sais pas, la montée en puissance des Ottomans ou le siège de la capitale de l'Empire en tant que tel. Il s'agit de se plonger dans les textes contemporains du siège, pendant son déroulement et dans son immédiat après, puis son immédiat avant aussi. Il rassemble des textes grecs, slaves, ottomans, de la part des témoins, des participants et de tous les contemporains. Il s'agit de savoir ce que les gens ont vu, ce qu'ils ont fait, leur état d'esprit, de comment les Ottomans envisagent la prise de la ville, comment les Grecs envisagent leur fin, comment les Occidentaux envisagent à la fois leur survie dans la ville et le symbole qu'est cette perte de Constantinople, comment les Grecs insistent sur le désastre, comment les Latins ont transmis cette espèce d'écho funeste pour rallier les princes chrétiens contre les Turcs. Les sources ottomanes d'ailleurs sont les moins élaborées, même si la partie sur le repeuplement de la ville elle est vraiment passionnante. Et donc ensuite comment s'est forgé et comment a vécu le mythe. C'est vraiment tout un ensemble de textes qui livrent la pensée des hommes du temps dans des sources qui soit étaient destinées à être lues, soit étaient des notes personnelles, ce qui permet à la fois d'avoir du recul, mais aussi toute la charge émotionnelle, symbolique, voire idéologique du siège chez les vainqueurs et les vaincus. On a autant le témoignage direct que la construction postérieure, on a autant de témoins de 5e ordre que de gens qui étaient dans l'entourage direct de Constantin XI, donc on a l'élite politique, culturelle, marchande, religieuse, donc voilà, autant le siège vu de la cour, de près, que de loin, que le combattant qui, voilà, sans être anonyme, c'est un homme de la masse, et puis autant la colère que le fatalisme de ce qui est finalement une translation impérie. Donc voilà, c'est toutes les sources primaires, la vision des personnes, les faits, les rumeurs, les mensonges pendant le siège. Voilà, c'est un indispensable qui est réparti en 5 sections. De mémoire, les historiens, toutes les lettres, toutes les lamentations, toutes les prophéties, et puis comment s'est forgé le mythe. Voilà, même chose sur l'épilogue très intéressant sur la ville, sur sa reconstruction après sa prise. Donc c'est un peu boursouflé, parfois il y a des passages qu'on lira pas, moi il y a des morceaux que j'ai pas lus, au bout de la 75e lettre j'en avais plein le cul, j'ai fait sauter quelques courriers, mais toutes les notes elles ont un appareil introductif pour les resituer, vous avez toutes les notices, tous les glossaires, toutes les cartes qu'il faut pour comprendre, et je pense que ce qu'il faut avoir en tête c'est que c'est pas le sujet historique seulement qui compte, je veux dire le temps et le lieu strictement, c'est-à-dire Constantinople 1453, bon ça rend les choses plus difficiles si vous n'êtes pas intéressé par l'histoire de l'Empire romain d'Orient, mais son histoire, c'est celle de tout empire. Le siège de Constantinople, c'est l'histoire de tous les sièges. Et ici, vous avez vraiment la matière vive, ce qui est extrêmement rare. Vous avez la pensée de l'homme de 1453 dans le paroxysme, livré face à un événement qui bouleversera un peu l'histoire de notre Europe, mais livré par tous les gens qui écrivent sur le sujet, autour, y participant, les marchands italiens, les combattants sur les murailles. Voilà. Donc c'est aussi à ça que c'est utile et c'est vraiment passionnant. Je dis un peu oui parce que Pierre, c'était inéluctable et puis l'Empire était déjà en déliquescence complète, donc ça a transformé un peu parce que le siège de la prise de la ville c'est un symbole plus qu'une transformation d'une réalité historique déjà en cours. Donc oui, le siège en lui-même ça a transformé seulement un petit peu. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas tous les jours qu'on a 1400 pages de gens d'une époque qui racontent ce qu'ils voient et comment ils pensent un événement qui transforme les choses. C'est vraiment de ce point de vue-là un livre fondamental pour tout passionné d'histoire. Je pense que c'est un indispensable de toute bibliothèque historique, vraiment. Je le crois très sincèrement. Voilà, allez, dernier, à ton tour, Vaito, finis-nous ça. Alors, on va repartir sur de la littérature, oui, mais de la littérature historique, donc ça compte. Oui, c'est l'éternel débat, peu importe. On l'a pas tranché la dernière fois, on le tranchera pas cette fois. De toute façon, encore une fois, l'éclectisme est de mise ici. Donc allez-y, et n'hésitez pas.
Alors, Chrétien de Troyes, Perceval ou le Comte du Graal. Le Comte du Graal qui a été donné par directement l'auteur et Perceval qui est un titre apocryphe. Écrit au XIIe siècle, c'est le cinquième roman de l'auteur qui restera inachevé, qui à la base était dédié à Philippe, comte de Flandre, qui est vers 1143-1191, d'une, comment dire, issue d'une prose. On ne sait pas, à vrai dire, c'est l'un des seuls romans où on n'est pas sûr que si c'est lui qui l'a écrit entièrement, à vrai dire. Même s'il est inachevé, on ne sait pas, en fonction de la prose. C'est vrai que la prose est un peu différente en fonction des passages. On estime qu'il y a plusieurs auteurs pour notamment la deux seconde moitié de l'œuvre. Et ça fait partie de la Vulgate arthurienne, c'est-à-dire huit livres, dont c'est 5, et ensuite 4 livres postérieurs à Chrétien de Troyes. Notamment, il me semble que le Roland Furieux en fait partie. Oui, bah on s'en passera. Oui, oui. Oublions ce. Oublions. Oublions. Pourquoi citer? Oublions. D'ailleurs, on oubliera aussi la Jérusalem délivrée. Allez, laisse Vaito continuer. Méchant homme. C'est un roman assez simple, très simple à lire étonnamment, même si il incorpore même dans les traductions modernes des mots en ancien français. Il est très simple à lire. Et ça raconte l'histoire de Perceval. Perceval, un wannabe chevalier de la Bretagne fantasmée du conte arthurien, un petit paysan qui souhaiterait devenir chevalier. Sauf qu'on apprend au fur et à mesure, malheureusement, il est un peu maladroit, et notamment, le Graal va lui passer entre les doigts parce que le pauvre n'a pas eu le culot de demander ce qu'était une petite coupe. Et au final, ça va être un peu ça, comment dire, des péripéties, c'est-à-dire le chevalier idéal selon l'époque. C'est-à-dire globalement le vouloir de l'honneur, de la gloire, de tous les moyens. Et notamment, ça servira aussi de critique, une certaine critique de la part de Chrétien de Troyes, du chevalier, comment dire, de l'opposition entre une chevalerie rêvée, celle qu'on vend à peu près tous les chevaliers dès qu'ils sont jeunes, et une chevalerie réelle. C'est-à-dire le fait qu'on fait des actes désintéressés et non pas intéressés. Et notamment le fait de faire comment dire, des actions inconsidérées pour obtenir de la gloire. Je ne citerai pas de bataille, mais vous en avez probablement énormément d'exemples. Et globalement, Perceval va être amené au fur et à mesure du récit, ainsi, comment dire, jusqu'au roi pêcheur qui va essayer de chercher le Graal, sauf qu'au final, ce n'est pas le bon Graal. Et il va faire ça pendant toute sa vie, et tout en essayant, bien sûr, de courtiser son amour de jeunesse, qui est son amie Blanchefleur, qui, bien sûr, comment dire, qui est aussi dans cette critique de cet amour courtois qui au final ne mène à rien puisque ce n'est pas vraiment des choses concrètes, c'est des lettres, des rites, des petites choses, sauf qu'au final c'est rien de concret. Et au final cet amour va lui passer des mains puisque Blanchefleur va se marier avec un chevalier qui n'est pas nommé dans la tristesse de Perceval. Et malheureusement, l'histoire se finit à peu près à ce moment-là où il repart bredouille vers le roi Arthur. Et il fut continué plus ou moins 5 fois au cours du Moyen Âge, et on va dire quelques autres fois dès qu'il fut traduit en français moderne. Notamment par Vauchier de Denain, Gébert de Montreuil et Manessier, des écrivains du XIIIe siècle, qui vont essayer de perpétuer cela, en ajoutant soit énormément d'aventures, soit des choses beaucoup plus réalistes, c'est-à-dire il va revenir à la cour du roi Arthur et mourir un petit peu comme un glandu, en n'ayant ni la gloire ni la femme. Et au final, c'est un peu, comment dire, c'est un peu, selon moi, la meilleure fin, on va dire. La meilleure fin pour une critique de la chevalerie française surtout, de cette époque. C'est un livre, comment dire, qui pourrait s'adresser à absolument tout le monde, hein, du collégien vers l'universitaire, à vrai dire. Si on est porté vraiment par les romans d'aventure médiévaux, les voyages, l'accomplissement de soi, ce genre de choses. Ça fait De temps en partie, temps, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de.
Ah Euh, oui, ça fait partie de la culture française, ça. C'est vraiment l'un des romans qui est écrit, on va dire, ça sert de base pour les dictionnaires d'anciens français de nos jours. Ce français assez, comment dire, on va dire un mélange de latin, un mélange de germain, qui donnera bien sûr notre français actuel, même si sincèrement il est assez proche du nôtre, malgré hmm. certains mots qui restent encore Mais au-delà de ça, très compliqués à prononcer. notre culture C'est proche. notre culture au sens large des valeurs dont on a hérité, des conceptions qu'on a. Alors certes, l'ancien monde est ce qu'il est, mais de ce qu'est l'honneur, de ce qu'est l'amour, de ce que sont ces choses-là, on en est les héritiers C'est le aujourd'hui. devoir. Voilà. Et là-dessus, oui, je pense que c'est un indispensable pour comprendre la mentalité de l'ancien monde et ce qu'il en reste, ou la conception la littérature de toute façon on l'a déjà dit dès le début, c'est essentiel en lien avec l'histoire pour comprendre les mentalités et l'appréciation qu'ont les gens des valeurs du temps et de ce qui ressemble. Donc là-dessus, non, je suis clairement, c'est un livre à lire. Il y a pas de souci. Bon, après, moi, ça me passionne pas, je le reconnais, mais ça fait partie de nos piliers, hein. C'est fondamental. Et sincèrement, pour tous ceux, enfin dire, c'est surtout pour tous ceux qui voudraient avoir certaines fenêtres sur le Moyen Âge, sur la meilleure période qui soit le Moyen Âge, tout le monde le sait. Sur Tu fais comment un dire, master sur l'art nouveau, mais bon. Ah, puis le Moyen-Âge, c'est ah bah chiant, les gens ont pas dedans, ils font des trucs qui puent. Oh merde, le Moyen-Âge. C'est pourri le Moyen-Âge. Nul. mais bref, c'est un peu l'idéal du chevalier, c'est tout ça quoi. Qu'est-ce qui fait, comment dire, qu'est-ce qu'un chevalier dans l'idéal, dans la pensée de l'époque. Mais c'est ça, et c'est autant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est autant un vécu et c'est pourquoi la culture et l'art sont importants. À la fin, on ne peut plus dissocier ce qui est une création quasiment enfin automatique ou un vécu et de ce qui est aussi du ressort de la création littéraire. À la fin, le conte du Graal et tout ce qui tourne autour de la chevalerie de la table ronde a tellement d'importance que on finit par comment dirais-je faire correspondre son comportement et son ethos à un récit complètement mythique. Mais Donc c'est ça qui est très intéressant. ouais, le cycle arthurien, dans son aspect mythique, culturel, chevaleresque, a complètement éclipsé la réalité de ce qu'était qu'un chevalier au XIIe siècle, hein. Absolument. C'est ça, Et c'est là-dessus que c'est important. c'est tout autant la fabrique d'un mythe fondateur essentiel que d'un mensonge historique, en fait. Ouais, à la fin, Mais, ça forge un comportement. On finit mais par. complètement. Voilà, c'est ça qui est, je trouve, assez Mais fondamental. encore maintenant, n'importe quel enfant qui joue au chevalier comme dans Perceval et le Comte du Graal, finalement, plus que comme un vrai chevalier. C'est ça, voilà. C'est là-dessus, je pense que c'est assez fondamental. Ouais. T'avais fini, Vaito? Eh bien, je dirais juste que il faut lire. Je pense que c'est une très bonne lecture, le cycle arthurien, si on exclut bien sûr le livre maudit furieux, bien évidemment. Oui, ça va devenir. Si on peut lire tous les autres, C'est comme Tchad et que tout ça, notamment ça va être assez banni. la quadrilogie des quatre premiers livres de Chrétien de Troyes, qui sont vraiment excellents, très faciles à lire, et à des prix défiant toute concurrence, puisque c'est Ouais, dans le domaine public. c'est facile à lire parce que c'est traduit, hein, pour le coup. Ah, Oui. personne ne parle ancien français malheureusement, donc évidemment. Oui. Ok, et bah écoutez, soit, voilà. Moi, finalement, ça a été tout aussi long que la première mouture, donc Bon, bah, c'est pas plus mal qu'on ait été que 3. Finalement, on aurait été 4, ça aurait été infini. Bah écoutez, très bien. J'espère que les gens, ça les intéressera. La sélection diverse et variée apportée par chacun des intervenants. Je vous remercie. Encore une fois. merci à toi de venir. Ouais, Merci. c'est normal, vous êtes les bienvenus, hein, c'est le principe même de la chaîne, d'avoir des gens qui viennent nous parler de choses et d'autres. Moi, c'est pour ça que je fais ça aussi, avant tout, c'est pas forcément que de l'onanisme. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour la partie de Crusader Kings, la session 6, que cette fois-ci j'enregistrerai. Et puis dimanche, on parlera de Dostoïevski et du souvenir de la Maison des Morts. Et puis voilà, et on aura la réception de Pierre, et on aura plein de choses, une vidéo historique, voilà, donc il y a plein de choses qui nous attendent. En attendant, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui étaient là, et puis une bonne fin de semaine à ceux qui écouteront ça en différé, et donc à bientôt tout le monde.